Merci beaucoup d'être parmi nous pour cette deuxième table ronde. En voyant, on est un petit peu plus nombreux. On sera 5 pour cette table ronde. C'est vrai que sur la toute première, on a parlé des solutions pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment. Mais vous le savez, peut-être ou peut-être pas, le carbone n'est pas le seul problème. Et c'est en tout cas qu'une partie du problème. Un bâtiment peut être bas carbone, et vous avez peut-être l'impression d'avoir coché la case, et pourtant ça peut détruire plein d'autres facettes à côté, plein d'autres limites planétaires aussi à côté, abîmer le sol, épuiser l'eau notamment, ou augmenter la vulnérabilité du territoire. Et l'enjeu, donc, aujourd'hui, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut concevoir autrement et rénover autrement en intégrant justement le vivant et pas juste cocher la case du carbone. Et pour en parler, je suis ravie d'être entourée par Suzanne Erhardt, ingénieure conseil gestion des sols, bâtiments et valorisation de la matière organique. Et avant, vous étiez expert construction, donc j'en parle parce qu'on va justement l'évoquer ensemble. Domitil Posana, bonjour, avocate spécialisée en droit de la construction, assurance, risque et environnement chez De Angelis et associé avocat. Romain Cristofini à vos côtés, directeur général de Lumia, bonjour. François-Xavier Jolan, tout au bout, vice-président Smart Home de la Smart Building Alliance. Et à mes côtés, Éric Daniel Lacombe, professeur titulaire de la chaire Nouvelle Urbanité face aux risques naturels et architecte. Aussi, bien évidemment. Alors ce thème, il est passionnant sur plusieurs niveaux et on va déjà commencer à l'introduire parce que ce que l'on sait beaucoup moins, c'est la capacité d'absorption du vivant par les bâtiments eux-mêmes. Et cette capacité d'absorption, parfois, elle nous paraît un petit peu complexe à aller chercher. Donc Romain, je me tourne vers vous. Comment est-ce que le secteur du bâtiment peut-il non seulement limiter son impact carbone, mais aussi y contribuer positivement ? Est-ce que c'est possible déjà ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, ça marche, oui. Vous m'entendez. Bonjour, alors, peut-être juste pour vous dire que moi je travaille donc au sein d'un centre de recherche et d'innovation stratégique sur les modèles économiques régénératifs. Donc ça va être de ça dont on va parler. Comment est-ce que le bâtiment, le bâtiment il est à la fois, j'ai envie de dire, il fait partie du problème et il peut faire beaucoup, évidemment, partie de la solution. Et ce que tu viens de dire, effectivement, ça consiste à peut-être, je vais commencer par changer notre regard sur le bâtiment. Au fond, la logique des limites planétaires, elle nous dit une chose dans cet atelier. Elle nous dit que la logique que nous avons eue sur le bâti, qui était de réduire au maximum nos impacts négatifs, notamment sur la variable carbone, qui est finalement celle que l'on mesure le plus facilement, cette logique-là ne suffit plus. Elle ne suffit plus parce qu'au regard des limites planétaires, 6 des 9 limites planétaires sont dépassées. Celles concernant les sols, celles concernant l'eau, celles concernant la biodiversité, vous les connaissez. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on aille dans un paradigme aujourd'hui qui soit beaucoup plus ambitieux. Et le secteur du bâtiment fait partie des acteurs qui peuvent agir et qui doivent agir, plus ambitieux, c'est-à-dire non plus seulement réduire nos impacts, il faut continuer à le faire et aller à ce qu'on appelle les seuils incompressibles, c'est-à-dire les seuils physiques incompressibles, mais il faut parallèlement s'attacher à générer des impacts positifs. Donc positif sur notre écosystème Terre, positif sur l'eau, positif sur les sols, positif sur la biodiversité. Donc là, ça ouvre un champ effectivement totalement nouveau dans le secteur du bâtiment, et ça ouvre le champ, tu l'as dit, du vivant. C'est-à-dire en fait de tout un pan auquel on n'a pas été habitué, qu'on n'a pas forcément appris à intégrer dans les projets. Alors il y en a un petit peu du vivant, mais là on va voir que c'est pas simplement ajouter un petit peu de vivant ou ajouter un petit peu de verre, c'est composer avec le vivant, mieux le connaître, faire alliance avec lui, et c'est grâce à lui qu'on va pouvoir générer, peut-être que j'aurai l'occasion d'y revenir, tout un ensemble d'impacts positifs. On va parler beaucoup de co-bénéfices, parce que le vivant, il a plein de propriétés magiques, et il a notamment une propriété magique qui est que lui, il est circulaire par défaut, il ne fonctionne que par circularité, le vivant n'a pas besoin de piocher de la matière, et il ne rejette pas de déchets. Le vivant, donc, lui, il est capable non seulement de ne pas émettre de carbone, mais il va en séquestrer. Et puis, le vivant, il a effectivement tout un ensemble d'autres caractéristiques, ce qu'on appelle ces fameux co-bénéfices, que l'on va même pouvoir non seulement intégrer dans les techniques, mais qu'on va pouvoir, et c'est tout l'objet aussi de parler de modèle économique, peut-être valoriser dans le cadre de ROI global de projet. Super teasing, hein. Bravo. Vous allez voir toutes ces solutions qu'on va évoquer effectivement par la suite. Alors Suzanne, on va avoir quelques chiffres d'ailleurs sur une slide qui va s'afficher. Aujourd'hui, la capacité réelle du vivant à absorber notre carbone, quelle est sa part concrètement et comment est-ce que le secteur du bâtiment peut intégrer cette donnée ? Alors,
J'ai bien aimé cette slide parce que je trouve qu'elle crée le lien en fait entre la première table ronde et celle de maintenant. En fait, cette slide, elle présente notamment donc, les valeurs en rouge, c'est le stockage du carbone. Bon, globalement, vous savez que le carbone, il est soit dans l'atmosphère, soit dans les sols. On en a, enfin voilà, on ne parle pas en dehors de la planète Terre. Et en fait, s'il n'est pas dans l'atmosphère, il va se retrouver dans les sols. Et en fait, c'est ce cycle de carbone qui est fondamental de bien comprendre. Et ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est vraiment la partie de gauche. Donc, c'est les 7,8 milliards de tonnes de CO2 voilà, qui sont en fait émis par les émissions carbone fossiles. Donc, ça, c'est vraiment les émissions anthropiques. Et ensuite, il y a la partie stockage. Et finalement, ici, on voit des parties stockage qui se font dans les champs agricoles, donc 2,6 milliards de tonnes côté végétation et 2,3 milliards côté océan. Et en fait, on réalise que si on veut la neutralité carbone, il faut agir sur bien sûr les émissions, mais aussi la séquestration de carbone. Et la partie sol, on va en parler un peu plus aujourd'hui dans cette deuxième table ronde. La partie sol, elle est fondamentale parce que c'est celle qui va permettre ces échanges de carbone entre la partie atmosphère et la partie sous-sol. On va en parler un peu plus tard, mais on doit vraiment jouer en fait sur les deux leviers, à la fois la partie émission et la partie séquestration. Et ensuite, on peut aussi créer des micro-boucles à l'intérieur en fait, du monde urbanisé. Alors, on a vraiment les données, effectivement, sur ce carbone. François-Xavier, cette question des émissions de gaz à effet de serre venant du bâtiment, de la consommation énergétique, vous travaillez plus spécifiquement. Je vais avoir du mal aujourd'hui. Spécifiquement sur le numérique et surtout vous êtes en super vraiment prescripteur sur ce thème-là. En tout cas moi personnellement vous m'avez convaincu sur l'intérêt du numérique. Comment est-ce que le numérique peut aider à intégrer toutes ces données pour permettre aux bâtiments de devenir plus vertueux? Alors je vais aussi vous montrer un slide. C'est la table ronde des slides, voilà. Je tiens à le préciser. Sauf de Mithil, effectivement. On ne va pas vous embêter toute la table ronde avec des chiffres, mais c'est important de planter le décor, en fait. Et effectivement, aujourd'hui, alors, le teasing a été fait dans la table ronde précédente. La question, c'est est-ce que ça augmente ou est-ce que ça baisse? Et ça augmente, en fait. Vous voyez, le 27%, c'est plus 4 points par rapport à 2022. C'est-à-dire que malgré tous les efforts, malgré toutes les primes rénov', malgré tous les travaux qu'on voit, etc., c'est encore en augmentation. C'est-à-dire que la part du bâtiment continue à augmenter et nous éloigne évidemment de la neutralité carbone. Donc, et comment on peut l'expliquer justement cette augmentation malgré toutes ces aides? C'est plus les autres secteurs qui font plus d'efforts en fait. C'est ça le sujet. À votre avis, c'est une question pour la salle, où se situe le monde du bâtiment dans la pénétration du numérique? De 1 à 20. Alors je vous aide, le 20e, c'est chasse et pêche. On est meilleur que le chasse et pêche. On est 19e. Qui a dit 19? Bravo. Il n'y a rien à gagner, mais c'est 19. Ce qui est effrayant, en fait. C'est-à-dire que le bâtiment, c'est empirique. On vient des cathédrales. Il y a plein d'explications à ça. L'objet bâtiment est un objet extrêmement complexe. Et qui est fait, on parlait de réunion de chantier tout à l'heure, par 20 entreprises en même temps au même endroit, et on pense qu'on va avoir quelque chose de parfait. Non, on a un taux de qualité catastrophique dans le bâtiment. En gros, l'automobile, c'est 1% de non-qualité. Le bâtiment, c'est entre 25 et 30% de non-qualité. Donc les assureurs, les experts, ça explique le travail que vous pouvez avoir sur le bâtiment, parce que dès qu'on le livre ou dès qu'on le rénove, c'est déjà catastrophique en fait. L'autre chiffre, et je m'arrêterai là, le deuxième chiffre, c'est plus 45%, enfin 45%, plus 2% par rapport à 2022 sur l'énergie consommée par le bâtiment. Donc c'est là-dessus qu'on a le plus de possibilités d'amélioration. Donc ça, c'est des chiffres qui viennent de l'Observatoire de l'immobilier connecté et responsable. ICSI en fait partie, et je remercie Yann une nouvelle fois là-dessus, parce que c'est collectif, on est nombreux à essayer d'observer ce marché et d'en tirer des chiffres fiables, parce que c'est à partir de ça qu'on peut en déduire et peut-être impacter les politiques publiques, en fait. C'est-à-dire que le gouvernement a fait les choses bien. Il a dit, en 2027, on doit avoir 100% de bâtiments équipés, par exemple.
Donc il a mis les décrets en place, il a mis plein de choses. Hein. Aujourd'hui, on est à 15%. Donc vous doutez bien que dans 2 ans, on ne sera pas à 100%. Si on est déjà à 20%, ce sera un miracle. Donc c'est en observant qu'on constate un peu le décalage qu'il peut y avoir et l'incompréhension sur le fait que le numérique aujourd'hui n'est pas considéré comme une solution en fait. C'est presque, on diabolise le numérique. Hein. C'est quelque chose dans le bâtiment qui est assez fort, on le constate régulièrement, c'est gadget. C'est quelque chose qui n'a pas sa place dans le bâtiment. Alors que aujourd'hui, tous les bâtiments qu'on livre ou qu'on rénove sont pleins de numérique, mais de façon complètement désordonnée, complètement... je dis pas n'importe quoi, mais pas loin, parce que chaque lot, et vous savez que dans le bâtiment, hein, on tient cette logique de lot, chaque entreprise, chaque lot d'études d'abord, puis chaque entreprise dans son lot, fait ce qu'on lui demande de faire. Et donc, tout est fait de façon hétérogène. Et justement, on en parlera précisément tout à l'heure de cet impact, de cette hétérogénéité, et puis surtout des solutions que vous pouvez apporter, et la différence entre high-tech et low-tech, mais on le verra un petit peu plus tard. Éric, pour finir un peu cette introduction, vous êtes vraiment sur un aspect très spécifique dans le monde de l'architecture, puisque vous intégrez les aléas climatiques dans vos recommandations lorsqu'il y a notamment des catastrophes naturelles. Est-ce que vous pouvez aussi adopter cette idée d'absorption du carbone par les bâtiments? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une donnée qui est déjà mise en place? Oui, en fait, le carbone est toujours pris sous l'angle de l'atténuation. Ce que je comprends, les matériaux, l'organisation du chantier, la stratégie de diminuer les choses. Et on en oublie souvent, mais le climat est là pour nous le rappeler à peu près aussi souvent, que l'adaptation est une stratégie, à mon avis, qui est définitivement importante. Pour le dire autrement, je suis appelé, quand les vallées de la Vésubie, Roya, Tinée, où on est allé avec Chloé d'ailleurs, ont cassé. Et ça coûte quand même 1 milliard. Je regarde les chiffres du Pas-de-Calais où je commence à travailler, ça coûte 640 millions. Quand je suis à Romorantin, que je fais un quartier qui ne casse pas, ça reste 900 millions de dégâts dans le reste du département. Si je me déplace sur Los Angeles, on parle de 100 milliards aujourd'hui de dégâts. Donc, d'habitude, les experts, quand je les rencontre, c'est que j'ai fait des bêtises, donc je suis content de vous voir aujourd'hui. Mais les assureurs, je cours après depuis 10 ans parce que je pense qu'ils sont la clé d'un nouveau dispositif de créativité. Je forme en ce moment Édouard Vieillefond, patron de la CCR, à visiter les endroits qui cassent. Je suis beaucoup avec les assureurs parce que je pense que du coup, évidemment, je vais mettre les deux ensemble, experts et assureurs, je pense que vous êtes à la clé d'une chose très importante. Parce que la table ronde d'avant disait, comme exemple, j'adore les exemples, je suis architecte, quelle est la durée de vie d'un sol PVC par rapport à un lino, par rapport à un bois? Mais à une époque où finalement les montagnes sont en train de nous tomber dessus et la mer est en train de nous monter sur les littoraux, et je suis généralement entre les deux, la question du PVC, du lino et du bois n'est pas la seule, parce que si je suis à un endroit à Chamonix où le glacier va descendre, je pense que c'est une question qu'on n'a plus à se poser et qu'il faut s'en poser d'autres. Donc voilà, je suis juste là pour expliquer. On ne pour peut pas mettre du lino sur le dis terrain. Je ne dis pas que ce sont des questions sottes. Je dis qu'il nous faut aussi un éventail de problématiques à l'échelle de la transformation. D'ailleurs, je considère que l'architecture, c'est un art de la transformation, qui fait que, par exemple, les Watringues au nord de Saint-Omer, je dis au sud parce que je suis toujours dans le sens l'eau qui monte et qui descend, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre un énorme investissement là? Est-ce que le delta de la Camargue, c'est pareil? Je regarde avec effarement ce qui se passe au Pakistan en ce moment, c'est quand même 4000 villages qui ont disparu. Donc oui, il y a un angle sur le vivant qui, là, est absolument génial. Il y a un angle sur le chantier. Il faut quand même qu'on se dise, est-ce raisonnable ou pas, à l'échelle d'une éthique du monde. Et puis, il y a un angle sur la politique de savoir qu'est-ce qu'on engage. Et surtout, je ne dis pas que c'est la question en ce moment, mais avec quel argent on va faire tout ça? Parce que si on le reconsomme 1 fois, 2 fois, 3 fois, on sait qu'on ne l'a déjà pas la première fois. C'est pour ça que je suis les assureurs de près. Pour vous dire, sur les 100 milliards de la Californie, les assureurs sont vraiment bien plus en avance que les architectes. Il n'y a eu que 3% d'assureurs qui ont remboursé sur les 100 milliards. Donc il y a longtemps qu'ils ont compris qu'on était dans un système fragile. Et quand on est dans un système fragile, souvent la question qui suit, c'est est-ce qu'on va être dans un système solidaire? Donc voilà pour lancer juste le tout petit endroit d'où je parle. Et puis ils auront peur au cocktail après, du coup, que vous les suiviez de près, les assureurs. Alors on va entamer le cœur du sujet, Romain, parce que vous, sur votre sujet, vous parlez d'économie régénérative.
on a du mal à imaginer comment est-ce que ça peut globalement se mettre en place dans le bâtiment. Donc, en quoi ça consiste, l'économie régénérative pour eux, dans notre matière de construire, de rénover, comment est-ce que ça fonctionne ? Alors, pourquoi on parle de régénération ? On parle de régénération justement pour d'emblée se mettre dans la situation qui n'est plus l'heure de simplement se limiter à réduire les impacts, il faut aller beaucoup plus loin. Donc il faut restaurer, on dit techniquement régénérer. Et quand on parle de régénérer en fait le système Terre, régénérer la nature, régénérer nos habitats, on parle finalement de permettre aux vivants d'exprimer son plein potentiel. La régénération, ça vient vraiment des sciences du vivant. Donc le terme de régénération, il nous dit, nous pouvons, et quand on commence à l'appliquer au domaine qui est le vôtre, nous pouvons nous servir de chantier, que ce soit en construction, moi je vais surtout vous parler de rénovation, pour finalement en faire des chantiers dans lesquels on va faire une renaturation 2.0, si on le disait comme ça. C'est-à-dire s'appuyer sur ces chantiers pour maximiser les potentiels du vivant. Alors, pour comprendre le potentiel de régénération du vivant, parce que finalement, moi j'interviens beaucoup dans des conférences où on parle limite planétaire, où on plombe bien l'ambiance en disant c'est quand même la cata. Et puis assez vite, dans la deuxième partie de conférence, on dit il y a une chose qui peut nous aider, cette chose c'est le vivant. Parce que la planète, elle est capable de mobiliser des services, qu'on appelle des services extrêmement puissants. C'est une notion qu'on connaît un peu moins dans le bâtiment, qui vient des sciences du vivant, c'est la notion de service écosystémique. En fait, on sait que la planète nous donne, gratuitement, elle ne demande rien en retour, l'équivalent de 10 000 milliards de dollars de services par an. Et ces services, ce sont des services de régénération des sols, de régulation du climat, de régulation du cycle de l'eau, du cycle des nutriments, etc., etc. Il y en a tout un ensemble. Et donc l'idée dans les projets, surtout, je vais parler ici de rénovation ou de réparation, ça va être de dire comment est-ce que plutôt que de réparer à l'identique avec la lecture que nous avons, qui est une lecture d'ingénieur, il faut bien comprendre que notre culture dans la construction, c'est une culture basée sur la chimie et sur la physique. Là, l'idée, c'est d'apprendre un autre regard. Il ne s'agit pas d'exclure ça, ça va être du « et ». Il s'agit de se dire comment est-ce qu'on peut composer avec le vivant. Comment est-ce qu'on peut créer les conditions les plus propices pour que le vivant puisse nous aider dans cette réparation. Alors, il y a peut-être quelque chose que vous connaissez déjà qui s'appelle les solutions fondées sur la nature. Je vous donne un exemple de solutions fondées sur la nature, ce sont les toitures végétalisées. Alors on pourrait gloser parce qu'il y a eu au départ des problèmes de mise en œuvre, de maintenance, etc. Aujourd'hui, c'est des solutions qui sont robustes. On sait par exemple, il y a une étude récente qui montre que sur 85 solutions qui ont été mises en place dans les Alpes, quand on investit 1 euro dans des solutions fondées sur la nature, on a 2,8 euros de retour sur investissement. Et ce retour sur investissement, il se fait notamment aussi par la prévention des sinistres. Parce que si vous prenez par exemple une toiture végétalisée, on sait qu'elle va offrir énormément de bénéfices, notamment celui de servir de tamponnage des eaux de pluie et donc de prévenir la sinistralité, voire même d'améliorer l'étanchéité du bâti, la durée de vie du bâti. Si j'ai le temps, je vais donc vous présenter 3-4 diapos. Est-ce que c'est le moment ou un petit peu plus tard ? Moment, Romain. C'était pas le moment, alors c'est plus tard. Vous vouliez parler Donc de grâce teasing ou pour pas la deuxième partie. C'était pour grâce ou pas ? Oui, c'est pour grâce. Alors non, c'est pas tout de Donc suite. après. Vous étiez lancé, c'est vrai que les sujets sont passionnants, mais on va y aller étape par étape. Grâce, ça sera pour un petit peu plus tard, avec un exemple très concret, effectivement, et particulièrement pertinent. Suzanne, je voulais quand même continuer avec vous, parce que votre profil est très intéressant. Vous étiez expert construction avant, donc vous aviez conscience que lorsqu'on faisait une expertise sur le terrain, parfois on était un peu toujours fixé sur le carbone, sans prendre en considération, finalement, le vivant à côté. Comment est-ce qu'on peut traiter les limites planétaires, justement, pour les experts aujourd'hui ? Alors, oui, c'est surtout... Alors, on n'était pas forcément fixé sur le carbone. On est fixé sur la réparation, en fait, essentiellement, et pas forcément sur le carbone. Il y a déjà le coût économique, il y a la réparation efficace, etc. Mais donc, la question, en fait, environnementale ne se pose pas forcément, ni le coût carbone, d'ailleurs. Mais par contre, dans les dossiers sécheresse, alors moi j'ai fait quand même étant dans le sud-ouest, tout un paquet d'expertise sécheresse, dans lequel c'est vrai que j'ai été assez étonnée en fait des solutions qu'on mettait en œuvre sur les sécheresses qui répondent au plan de prévention des risques, puisque en fait, le plan de prévention des risques demande notamment l'abattage de tous les arbres à 1,5 fois la taille adulte autour des maisons. Donc du coup, on se retrouve avec des quartiers et puis des terrains qui font à peu près 400 mètres carrés ou 500 mètres carrés de moyenne à abattre à peu près toute la végétation qui existe. Donc on met abattage des arbres, oui, non, vous connaissez le rapport type. Vous connaissez tous ? Oui, mesures conservatoires.
Et donc, je me suis un peu posé la question de dézoomer en fait sur la question notamment des dossiers sécheresse, et finalement, je l'ai fait après aussi sur tous les autres dossiers sinistres. Et quand on dézoome en fait de la problématique sécheresse, on se pose la question de la cause de la sécheresse. Et finalement, la cause de la sécheresse, elle est liée justement à ces gaz à effet de serre, et notamment au réchauffement, et notamment à l'absence de pluie. Et finalement, quand on sait que 2/3 des pluies proviennent de la végétation, on se dit, bon, on est en train de dévégétaliser un peu partout, et il y a 2/3 des pluies qui proviennent du cycle de l'eau verte, et donc qui proviennent de la végétation. Et sachant le nombre de dossiers qu'on a tous, et le nombre du coup de zones urbaines qu'on est en train de dévégétaliser, et après, on a sa propre expérience dans nos jardins. On a tous des gerces comme ça dans le sol, éventuellement si on a un jardin ou dans des espaces publics. Et en fait, on comprend en fait que si on gère le sol, si on comprend mieux le sol, en fait, on peut éviter, ou en tout cas, on peut travailler sur l'humidité des sols différemment. Et finalement, on n'est pas obligé d'avoir des gerces comme ça dans le sol, c'est parce qu'on passe notre temps à tondre le gazon et à enlever toute la matière organique, qu'on n'a plus de réinfiltration des sols. Il faut savoir que la différence entre un sol dégradé, donc tondu, où on a enlevé toute la matière organique, et un sol de forêt en termes d'infiltration d'eau, la différence, c'est 0. Ça peut être 0 ou 2 mm par mètre carré par heure. Et les autres, on peut, dans des sols de forêt, infiltrer 100 mm par mètre carré par heure. C'est énorme, en fait, cette différence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut plus se concentrer uniquement sur le bâtiment, mais bien dans son environnement de façon plus globale. En fait, c'est vraiment la question globale. Et au-delà de ça, après, on se pose aussi la question de, justement, le végétal lui-même. Je ne sais pas si vous vous êtes posé la question de d'où provient, en fait, la matière d'un arbre. Ça vient d'où ? Je ne sais pas si... Bon, je pense que la plupart le savent, mais il y en a plein qui ne se posent pas forcément la question. La matière d'un arbre ou de la paille ou des céréales, de tout ce qui pousse d'ailleurs, de tout ce qui est végétal. Ouais, donc il y en a plein qui disent le sol, je pense, on se pose tous. Bon, non, en fait, ça vient du CO2 atmosphérique. En fait, quand on dit puits de carbone pour un arbre, pour le végétal, quand on dit puits de carbone naturel, en fait, c'est ça, c'est-à-dire que tout ce que le végétal fait, en fait, il le stocke dans sa matière, dans ses dizaines, centaines de kilos de bois, de matière. Et il y a autant dans les racines, en fait, que dans la partie végétale. Donc, quand on fait notamment une maison en bois, on en parlera sûrement plus tard, mais tout ce qui est structure bois, tout ce qui est chambre, tout ce qui est... en fait, c'est du CO2 atmosphérique qui a été justement stocké. Et il y en a autant dans le sol. Donc, quand on a un arbre, en fait, il y en a autant qui va dans le sol. Et donc, quand on abat tout ça, en fait, on a un bilan catastrophique au niveau bilan carbone sur une réparation, parce qu'on abat justement des arbres. Alors, se pose la question de la réparation, mais là, on est au-delà de la réparation bas carbone, et on se pose la question sur cet environnement. Il y a plein d'autres solutions. On peut réhumidifier des sols, on peut mettre des écrans anti-racines, on peut se poser la question de faire des sols infiltrants, des bétons drainants, etc. Et en fait, il y a plein de solutions en fait, pour réapporter cette humidité dans les sols qui est fondamentale. Il faut savoir qu'un sol... Oui. Non, pardon. Un sol dégradé, en fait, il empêche la communication entre le sol atmosphérique et le sol... Alors, on voit bien avec Romain et vous, justement, qu'il y a des solutions, qu'il existe une nouvelle forme d'économie qu'on peut développer dans le monde du bâtiment. Mais Domitil, la situation n'est pas aussi simple que ça pour les constructeurs. Il y a quand même beaucoup de normes aujourd'hui qui peuvent peut-être bloquer l'envie de se lancer sur ce type de projet innovant. Alors, il y a beaucoup de normes parce qu'en fait, les 27% qu'on a vus tout à l'heure, à l'époque, en 2022, à l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, ils étaient à 23% déjà, ce qui est énorme, et ce qui nécessairement, du point de vue du législateur et de la réglementation, a eu un impact. Ça a eu un impact avec une multiplication des normes très lourdes et on est passé en fait d'une prise en compte des performances énergétiques à la prise en compte du bâtiment, à la vie du bâtiment dans sa globalité, dans toute la vie du bâtiment, que ce soit d'abord lorsqu'il a été construit, lorsqu'il va fonctionner et ensuite lorsqu'on va le réemployer, ensuite l'exploiter et le transformer. Et ces normes-là, elles pèsent en fait sur chaque intervenant à l'acte de construire,
qui sont bien évidemment le maître de l'ouvrage, qui est celui qui impulse la décision de recourir à des constructions bas carbone ou régénératives. Et ça pèse sur les architectes, comme on l'a vu tout à l'heure, ça pèse aussi sur les constructeurs et ça pèse bien sûr sur vous, assureurs. Alors ces normes, si on veut en lister quelques-unes, sans non plus être trop sans liste à l'après-vert, déjà, je voudrais citer une circulaire qui vient juste de sortir du 1er septembre 2025, donc vraiment très 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 récente, qui dit qu'à chaque nouveau texte qui va sortir, il va falloir procéder à une évaluation préalable environnementale. Ce qui veut dire donc à chaque fois que l'on va réformer, pourquoi pas, le droit de la construction, et on est en train de réfléchir à comment le réformer, il va falloir s'interroger sur l'impact environnemental des lois qui vont être prises. Alors ces lois et cette réglementation, elle influe en fait sur comment est-ce qu'on construit, elle influe sur l'aménagement du foncier et elle influe également sur le réemploi. Alors sur l'acte de construire, en premier lieu, eh bien, il y avait cette directive de 2018 qui a été modifiée en 2024. C'est la directive EPBD. La France a jusqu'à 2026 pour pouvoir l'intégrer. C'est donc tout ce qui est performance énergétique. Et en France, on avait avant la RT 2012 et on est passé à la RT 2020, comme vous le savez tous. On a aussi cette obligation de végétaliser, tu en parlais Suzanne tout à l'heure, et de solariser les toitures, mais aussi tout ce qui est parc de stationnement. Avec la loi APER, l'article 40 de la loi APER a récemment été modifié par l'article 26 de la loi DADU, et plus ça va, plus on a une diminution des surfaces sur lesquelles s'applique cette obligation, ce qui veut dire qu'avec une diminution des surfaces, on va avoir forcément un nombre croissant des bâtiments sur lesquels il va falloir végétaliser ou solariser. Et puis jusqu'à maintenant, c'était du bâti on était des bâtiments neufs, et plus ça va sur des bâtis qui existent, et on passe des centres commerciaux, on passe à des hôpitaux, on passe sur des écoles, et petit à petit, on va arriver également à une obligation qui va peser sur les bâtiments résidentiels. On a sur tout ce qui est l'aménagement du foncier, on a évidemment cette obligation qui est issue de la loi Elan de 2020, qui est donc en termes de diagnostic des sols, une étude des sols. Pourquoi ? Parce que on a des zones qui sont plus ou moins avec un impact plus ou moins important sur des potentielles catastrophes naturelles, et avec cette obligation d'établir un diagnostic. Et alors là, ce financement-là, cette obligation-là, ça pèse sur les maîtres de l'ouvrage, mais, et là encore, c'est une décision des plus récentes, et j'y mets toutes les pincettes possibles et inimaginables, parce que figurez-vous que quand j'ai pris mon café ce matin, j'ai écouté France Inter, et j'ai entendu dire donc qu'il y avait désormais un possible financement à hauteur de 90% de ces études de sol par l'État, avec les travaux potentiels à hauteur de 80%. Alors, je ne sais pas du tout comment ça va être financé, et je serais curieuse de savoir. Est-ce que quelqu'un veut jouer à qui veut gagner des millions, en fait, voilà, pour nous aider? Une étude de sol, c'est, on va dire, à peu près 3 000 €. On est un peu sur une fourchette haute. 90%, vous faites vite le calcul, multiplié par des tonnes d'études de sol. Bon, on peut se poser la question quand même de la faisabilité, et après tout, pourquoi pas avec voilà, le programme politique, le calendrier politique pouvait se prêter à ce genre d'effet d'annonce. Donc, de ce qu'on entend, en tout cas, par rapport à ce que vous nous dites, c'est qu'il y a un nombre de normes, de réglementations
énorme. Est-ce que ça paraît sérieux aujourd'hui d'imaginer qu'on puisse demander à des constructeurs de se lancer avec autant de normes ? Ça paraît sérieux, si vous voulez, pour les constructeurs. Bien sûr, ça va être d'énormes normes qui vont peser sur eux. Ça veut dire pour eux avoir une veille juridique constante. Là, je pense que j'appellerai ici les courtiers. Je pense qu'ils ont aussi un rôle à jouer, bien évidemment, dans le cadre de la souscription des polices pour conseiller au mieux les intervenants. Ça pèse également, bien évidemment, sur les architectes et comme je le disais tout à l'heure, sur les maîtres de l'ouvrage. Et ce qu'il faut aussi prendre en compte dans l'acte de construire, c'est évidemment ce que le bâtiment va devenir ultérieurement. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai construit ou je veux construire une maison et que je vais sur un terrain et que je vais utiliser les matériaux qui étaient d'ores et déjà là, il va falloir établir encore une fois un diagnostic qui va au-delà du diagnostic déchets, puisque ça va être le diagnostic de tous les éléments qui se trouvent sur le chantier, donc tous les produits, les matériaux, etc. Et puis également avec cette obligation de réemploi qui pèse encore plus sur les constructeurs lorsqu'il s'agit d'un marché de travaux publics. Alors Eric, on fait comment des maisons dans ce contexte concrètement ? Est-ce que c'est encore possible même d'imaginer, d'innover dans ce contexte-là ? Quand c'est compliqué, ça arrive vers l'architecte. C'est pour ça que je me tourne vers vous. Moi, les normes, je les reçois de temps en temps, même j'aide à les augmenter tous les matins au bureau. Et elles me plaisent à une seule condition, c'est qu'elles restent créatives. Quand je vous écoute et que je vous écoute, je me dis qu'à un moment, il y a une fraction de la norme qui vous dit enlever les arbres, et en même temps, vous dites, comme Romain, si on garde les arbres, on a amélioré la situation. Ce qui veut dire que chaque situation est dialectique, et que je pense que dans chaque norme, il y a un plus et un moins. Et ce dont on manque, experts, assureurs, architectes, maîtres d'ouvrage, c'est la conversation autour de ça qui, elle, est carrément interdite. Moi, quand je fais des concours, je dois être à l'anonymat, je n'ai pas le droit de parler, je n'ai pas le droit de dîner avec le maire, etc., etc. La conversation nous manque, c'est-à-dire l'invention. Que ce matin sorte un truc sur le sol, moi, si je dois parler vite, les sols inondables, les sols qui cassent, les sols qui s'écroulent, pour 3 000 €, si ça évite de mettre dessus une maison à 300 000, je trouve que c'est super. Et vraiment, mais c'est même indispensable. La question de l'évaluation, c'est la question de la connaissance. Je suis toujours triste quand je vois Jean Zouzel, Valérie Masson-Delmotte, de voir à quel point ils ont une quantité de connaissances au GIEC et qu'à chaque fois on leur dit « vous êtes trop savants, ça on verra ça plus tard aux États-Unis, on dira ça on verra ça plus jamais ». Sincèrement, prendre une décision après 3 000 € d'études, peut-être pour dire non, me paraît génial. Donc, mais est-ce que c'est réalisable ? Oui. On est là dans un système, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les grands chiffres, c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire avec peu d'argent. Donc ça me paraît vraiment génial. De toute manière, moi, si je fais une construction sans études de sol, de toute manière, mon bureau d'études ou mon bureau de contrôle ne me laisse pas le faire. Donc, alors évidemment, je fais plutôt des marchés publics. On est obligé tout le temps d'être sérieux. Mais sur les sols, je vous montrerai tout à l'heure, si on a le temps ou pas, un exemple. Je reconstruis la ville de Trèbes après les inondations de 2018. Bien, c'est les inondations. On a pris 7 mètres d'eau, puis à un endroit 4. Il y a des endroits, on est d'accord, on ne fait rien. Je veux dire, alors, est-ce qu'on attend à chaque fois que le climat nous signale son évaluation ? Mais vous voyez, quand je suis là avec... Là, c'est Saint-Martin-Vésubie. Voilà, bon, prenons, allez, pas Trèbes, prenons Saint-Martin. Quand je suis là avec Chloé, qui fait une émission formidable, qui s'appelle Zone d'impact, un succès dingue, elle m'accompagne. Vous voyez très ça. objectif, vous voyez. Vous voyez ça, sincèrement. Expert assureur, vous faites quoi ? C'est là qu'on prend 1 milliard. Hein. On est juste en haut de Saint-Martin-Vésubie. Pour vous dire ce que je convoque comme situation, c'est les situations compliquées. Je monte, parce que je gagne le concours pour le préfet. Donc je monte depuis Nice jusqu'à Saint-Martin, 1h30 de route, avec le préfet, qui me dit, évidemment, Eric, le préfet, je regarde sa carte d'identité, j'allais dire sa carte de visite. Chaque fois, je crois qu'il est au ministère de l'écologie. Et à chaque fois, je suis surpris qu'un préfet soit au ministère de l'Intérieur. Bon. Donc, son truc, à lui, c'est la prudence et de me dire, Eric, on va plutôt rien faire. Je sors de la voiture. J'ai quand même la DDT. Vous savez ce que sont les DDT, la Direction départementale des territoires et de la mer, parce que je quitte la mer pour aller dans les montagnes. Et j'arrive. Le maire, Yvan Mottet, me serre la main. Il me dit, Eric, je te la fais simple. Je ne sais pas pourquoi il me tutoie aussi vite. J'ai perdu 161 maisons. Si tu ne les redessines pas, tu peux toujours rentrer à Paris. Voilà le système d'accueil. Ça, c'est de la conversation, j'ai envie de dire.
Elle est géniale, sauf que les deux n'ont pas envie que je parle, mais en fait, je parle tout le temps, vous m'arrêtez dès que vous en avez marre. Et donc, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là quand ça craque en 2020 ? La préoccupation immédiate, c'est de reconstruire une route, de mon point de vue, trop près de la rivière. Je ne vous dis pas ce que coûte une route, ça c'est le dessin d'après, mais le préfet reconstruit une route trop près de la rivière parce qu'il est préoccupé par l'accès aux stations de ski. Je le dis aussi simplement que me l'a expliqué Christian Estrosi ensuite. Donc vous voyez bien, il y avait une vraie raison. Et il y avait la raison qu'on se sentait protégé parce que tout le monde pense qu'une millénale, c'est une millénale, Alex. On est tranquille pour 1000 ans, on oublie que c'est une probabilité à 1000 sur 1 par an, mais donc on est tranquille. On fait une route, c'est plutôt en millions qu'on évoque ça, on pose la question des ponts et on avance. Je suis dans ce terrain-là pendant 2 ans, et qu'est-ce qui se passe en 2023 ? C'est là que je vous emmène, moi, à chaque fois sur les terrains, c'est qu'on se réattrape la tempête Aline. 2023-2020, c'est 3 ans d'écart, c'est pas 1000 ans, et la route du bas, elle est à nouveau cassée. Donc évidemment, j'y vais, Chloé arrive, j'ai pas dit qu'elle réparait la route, mais elle me dit... À la télé, Eric, pourquoi tu penses qu'ils ont reconstruit cette route au même endroit à l'identique ? Ce ne serait pas un peu idiot ? Elle dit ça à tout le monde. Évidemment, le préfet m'appelle en me disant « Eric, si c'est pour avoir des journalistes comme ça, je ne passe plus les commandes. » Il m'a dit ça réellement, il est un peu fâché depuis. Bon. Et on est là-dessus. Donc, moi, je fais un dessin. Merci de montrer le dessin. Je me rappelle aussi des habitants qui sont venus vous taper sur les doigts. Hein. Oui, et en même temps qu'ils nous passaient des doudounes parce qu'on passait à 0 degré. Et qu'ils avaient envie qu'on aille bien et qu'on les aide. Donc cette question de la décision et de la solidarité, voilà un dessin que je leur ai proposé, qu'on fera peut-être d'ici 10 ans, 15 ans, si au lieu de mettre la route dans la zone rouge, qui va recasser 1 fois, 2 fois, 3 fois, je la mets à mi-côte, pas trop haut, parce qu'en haut, je sais que c'est dangereux, les rochers tombent, pas trop bas, parce qu'en bas, on se noie. Je suis toujours avec les mêmes problématiques. Et quand on fait ça, ils sont en train de me demander mon avis, parce que juste en haut de ça, en haut de Saint-Martin, il n'y a plus rien en vrai. Hein. On dit toujours que c'est l'urbanisation qui fait les inondations. Au-dessus de Saint-Martin, il n'y a que des montagnes. Hein. Attention, on a réchauffé la Méditerranée, mais au-dessus de Saint-Martin, c'est les montagnes. Il y a un pont, il y a 2 ponts. Il y en avait un dans la ville et un en haut. En bas, ils veulent le faire, comme ils disent, super résilient. Vous savez, le pont qui s'élance, qui franchit 50 mètres d'un coup, qu'on va montrer dans toutes les photos, qui coûte encore quelques millions. Et en haut, on a mis ce qu'on appelle un pont provisoire, que j'appelle fusible, avec des amis hydrauliciens. C'est-à-dire qu'il est dans l'eau. Vous savez, quand je suis à Biarritz, il y a 2 façons de prendre la vague, comme ça ou dessous. La seconde, elle est pas mal, quoi, en gros. Enfin, celle-là, au bout de 5 minutes, j'en ai marre. Celle-là, elle me plaît beaucoup. Mais celle du dessous, elle plaît à personne parce qu'elle n'est pas résiliente. Vous voyez, on a inventé un mot avec Magali Regueza il y a 10 ans et maintenant on dit qu'il est idiot. En haut, il y a un débat pour savoir si un pont qui coûte 200 000, on va l'enlever alors qu'il a tenu pendant Aline, qu'il a un peu bougé sur les côtés. J'ai regardé 3 personnes en 3 jours l'ont réparé. J'ai noté que c'était une question, la réparation pour vous. Et quand on me demande mon avis, je dis laissez-le. Parce que quand même, on a une occurrence de crue. On vient d'en prendre 2. Il y a la 3e, elle est peut-être dans 20 ans. Si ça coûte 3 personnes 3 jours, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez dépenser 20 millions ? Vous voyez, c'est ça qui m'intéresse. Et pardon, je m'arrête parce que toujours je m'envole. Mais ce que je veux dire, c'est que ces conversations-là, vous pouvez les avoir que si vous êtes des gars comme moi, c'est-à-dire responsables de tout. Moi, je suis quand même pénal 30 ans. Décennal, 10 ans, évidemment, c'est le terme. Mais je suis quand même au pénal 30 ans et je donnerai ça à mes enfants très vite, c'est-à-dire en direct. Mais je suis quand même responsable 30 ans de tout ce que je dessine. Donc je me dis, si on peut mettre 3 000 € pour pas qu'Éric Daniel Lacombe aille en prison 30 ans, je bon, préfère. on vote tout de suite, effectivement. Non, mais c'était une très bonne démonstration pour montrer à quel point la communication et l'échange est important. Ou l'investissement. François-Xavier, justement, je sais que vous vouliez réagir sur ce thème de l'échange, de l'invention, parce que vous aussi, vous constatez que c'est difficile de communiquer encore plus sur votre secteur du numérique, puisqu'il y a un peu un numérique bashing, on peut dire. Oui, tout à l'heure je parlais de diabolisation. Hein, on s'en fait une montagne, en fait. C'est pas la même montagne, mais c'est une autre montagne. Et c'est délétère. C'est-à-dire qu'il y a un climat qui fait que on verra ça plus tard. Voilà, c'est ça le sujet. D'abord, il faut que le bâtiment il tienne debout. Et puis après, on verra bien si on a encore un peu d'argent, un peu de temps pour faire autre chose. Donc l'idée, j'aime beaucoup le mot du dialogue. En fait. En gros, il n'y a pas de place au dialogue. La conception, par exemple, la conception d'un bâtiment, c'est... on aime bien parler de copier-coller. Hein. Les bureaux d'études, ils connaissent le sujet par cœur. Bon, les architectes, mais les bureaux d'études, ils se réfugient derrière le copier-coller parce qu'il y a un tas de normes, donc ils sont bien obligés, eux aussi, ils sont responsables. Hein. Et puis parce qu'on ne leur donne pas les moyens d'innover, en fait. On dit, fais comme d'habitude. Voilà. Donc ils répètent, donc peu d'innovation et pas de dialogue. Donc ça, c'est une première difficulté dans le bâtiment avant de parler du numérique. On parle de silo. Voilà. On a siloté le bâtiment
et chacun dans sa ligne de nage doit faire ce qu'il peut faire. Et alors, on rajoute maintenant le numérique, parce que tout le monde a compris globalement que il faut peut-être mesurer. Si on veut être neutre en carbone, il va falloir déjà mesurer. Pour mesurer, il faut du numérique, Là, par le exemple. numérique peut aider. Oui. Déjà. Et puis après, on sent bien, sans parler d'IA, parce qu'on a réussi quand même à parler un quart d'heure sans parler d'IA. Pas tant mieux. encore. Continuons. Vous n'allez pas tarder. C'est la qualité des données. J'ai entendu tout à l'heure dans la table ronde précédente, la donnée guide l'action. En fait. C'est-à-dire que si on n'a pas de données, on ne risque pas de prendre des bonnes décisions. On ne risque pas de piloter ou de gérer ce bâtiment de façon intelligente. Donc, on passe de silos complètement hétérogènes et complètement isolés les uns des autres à une logique complètement transverse où la donnée doit circuler entre les lots. Donc là, on est en train de changer fondamentalement le mode de conception. Et là où on n'avait pas du tout d'argent pour concevoir, il va falloir inverser tout ça, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, alors je ne sais pas si les assureurs peuvent faire quelque chose, mais il faut faire en sorte qu'on ait plus d'argent pour concevoir un bâtiment, plutôt que de se dire à chaque réunion de chantier, tiens, on va changer ça et puis on va rechanger ça. Non, je ne sais pas, si on faisait les Airbus comme ça, ils tomberaient tous un par un. Mais non. pour qu'on comprenne concrètement, qu'est-ce que ça peut donner dans le bâtiment en fait C'est des mesures de bon sens, en fait. En gros, je suis assez d'accord pour dire il y a des normes, et c'est très bien qu'il y ait des normes, parce que je vous imaginons le bâtiment sans normes, ça serait catastrophique aussi. Hein. Mais autour de ces normes, laissez travailler les professionnels entre eux, en fait. Un architecte qui dialogue avec un ingénieur trouvera les solutions. Si le maître d'ouvrage est motivé, il trouvera une équipe pluridisciplinaire qui prendront les bonnes décisions, et ça à moindre coût. Parce que le bon sens, il y a beaucoup de mesures, par exemple, qui sont de l'ordre de l'empirisme, en fait. Ce que faisaient les Romains à Pompéi, on n'est pas capable de le faire, nous, en 2025, quand même. Donc on a régressé. On régresse, bien sûr qu'on régresse. Aujourd'hui, on fait alors, on a presque arrêté de faire des passoires énergétiques, ça on a compris, hein. Mais 50 ans après, on souffre encore de ça. Oui, hein. oui. On fait aujourd'hui des bouilloires énergétiques. C'est-à-dire que c'est tellement bien isolé que c'est invivable l'été. Je sais pas, à Pompéi, ils surventilaient la nuit. Enfin, il y avait plein de solutions. Alors, ils avaient des esclaves, hein, donc c'était plus facile. Mais aujourd'hui, on a le numérique. Personne n'a son petit palmier, non? C'est peut-être un regret, mais non. Le numérique sait faire ça très bien, en fait. Il va être capable, en fonction de la température extérieure, en fonction de la température intérieure, en fonction de la température qu'il va faire dans 1 heure ou dans 2 heures. Et justement, comment moi ça va m'aider le numérique pour régler ce problème que vous évoquez? Vous allez, par exemple, mettre un thermostat connecté, puisqu'en 2027, vous devrez tous être équipés de thermostats connectés. C'est la norme. Voilà, c'est une nouvelle norme. Ça sera obligatoire. Ça sera obligatoire. Et un thermostat connecté, lui, il se connecte à Internet, il connaît la température qu'il va faire le lendemain, en fait. Donc, il va anticiper. Donc, en fonction, et il va apprendre. C'est ça, là, le connecté. Hein, c'est qu'il va apprendre. Par exemple, on considère qu'au bout de 2 ou 3 semaines, un thermostat connecté, il a modélisé votre maison. Il a modélisé vos habitudes. Et il va être capable d'anticiper. Donc, vous ne serez pas obligé, parce que ça n'intéresse personne. Ça fait rêver personne. Chouette, ce matin, je vais régler mon thermostat. Non, personne n'a envie de régler un thermostat. Il va se régler tout seul, en fait. Donc ça, c'est le numérique. C'est intégré dans les équipements. Et évidemment, l'étape d'après, c'est qu'il soit interopérable. Alors c'est un peu un gros mot, mais il va être capable de dialoguer peut-être avec les stores. Parce que l'énergie gratuite, c'est celle qui est le moins chère. Hein. Il faudra me convaincre de l'inverse. Mais si par exemple en plein été, mon thermostat il dialogue avec mes volets roulants, il va emmagasiner de la chaleur l'hiver, il va se protéger de la chaleur l'été. Et ça, c'est du bon sens, c'est à moindre coût. On n'a pas ni climatisé, ni utiliser l'énergie pour chauffer. Donc c'est trouver des moyens à travers les normes, parce qu'il y a des normes qui sont intéressantes quand même. Hein. Là, j'ai parlé du décret thermostat, mais dans le tertiaire, il y a le décret BACS, décret tertiaire qui se décline concrètement en décret BACS. C'est obligatoire pour tous les bâtiments de plus de 1000 m² en France en 2027. Donc, il faut s'y mettre. C'est demain. Et vous, assureur, là, pour le coup, vous pouvez faire quelque chose. Hein, c'est dire, je vais valoriser tous les maîtres d'ouvrage qui ont joué le jeu. Parce que tous ceux qui sont conformes au décret BACS, ils doivent être récompensés. En plus du décret BACS, on a fait un système de contrôle, comme le contrôle technique. Hein, parce qu'il faut savoir que 80% des GTB, hein, donc gestion technique de bâtiment, hein, c'est obligatoire. Une GTB aujourd'hui devient obligatoire. 80% de ces GTB sont désactivés au bout de 5 ans. Donc vous pouvez valoriser un maître d'ouvrage qui a bien fait son travail, mais dans 5 ans, il n'aura plus de GTB. Donc il y a un décret, là aussi, qui fait
du contrôle et valoriser ça. Si les assureurs ne le valorisent pas, eh ben, les maîtres d'ouvrage font au mieux, ils font ce qu'ils peuvent, ils vont récupérer des C2E, quelques primes, mais ils vont faire un minima et on va le payer tous collectivement avec des bâtiments très peu confortables l'hiver, très peu confortables l'été, très énergivores, et on s'éloigne à nouveau de la neutralité carbone. Donc effectivement, c'est un levier qui peut être très décisif. Romain, on parlait des... Oui. C'est vrai que la climatisation était un petit peu élevée. Je pense qu'il n'y a pas de thermostat connecté, surtout en tout cas pas encore. Romain, justement, on parlait des solutions régénératives. Elles sont différentes de ce qu'on appelle la renaturation. Est-ce qu'on peut essayer de comprendre un petit peu la différence entre les deux et peut-être essayer aussi concrètement de voir comment est-ce qu'on peut rénover aujourd'hui différemment, notamment avec ce que vous avez fait à Grasse? C'est là où on va parler de Grasse. Voilà, enfin. Peut-être juste dire, oui, j'utilisais tout à l'heure le vocable de renaturation 2.0, pas pour déprécier ce qui a été fait, mais pour dire qu'il faut peut-être fonctionner autrement. Si on regarde un petit peu comment on aborde la renaturation dans un projet de rénovation notamment, on a tendance, quand on regarde dans la chaîne de valeur, déjà d'aborder les sujets de renaturation un peu à la fin. Donc il reste un peu de place, on va s'occuper un peu du vivant, on va planter, on va peut-être végétaliser un petit peu. Et puis on a tendance aussi à ne pas le regarder de façon très holistique. Holistique, ça veut dire regarder dans sa globalité un site. On est très solutionniste, en fait. On plaque un petit peu des solutions. Et puis, on a enfin souvent, et c'est là où ça rejoint le numérique aussi, on a tendance à se dire, on a renaturé, on a fait un certain nombre de solutions, sauf que le vivant, il faut l'entretenir. Et parfois, il y a de la mortalité dans les arbres. Parfois, il y a des toitures végétalisées qui manquent d'eau. Et donc, il va falloir aussi connecter ça pour être capable de voir comment ça évolue dans le temps. Et donc, il y a l'idée de se dire aujourd'hui, on peut peut-être faire un petit peu différemment. Et donc, je vais vous parler de ce qu'on a fait. Alors, peut-être dernier point qui manque, en fait, sur la renaturation, qui invite à aller vers une renaturation 2.0, c'est de se dire, mais est-ce qu'on est capable de mesurer ? Parce qu'utiliser le vivant, c'est bien, végétaliser, c'est bien, mais ce qui manque, en fait, aujourd'hui, beaucoup, c'est une lecture, finalement, des impacts que l'on génère. Alors, il y a quelques solutions, comme les toitures végétalisées, sur lesquelles on est capable de calculer un ROI, par exemple, financier. Mais pour ce qui est du reste, pour ce qui est de plein de solutions qui existent, et il y en a des dizaines et des dizaines, on est en grande difficulté aujourd'hui, on était jusqu'ici, pour dire voilà quels sont les impacts sur la biodiversité, sur le cycle de l'eau, sur la qualité des sols, sur les îlots de chaleur urbains. Et donc c'est ce qu'on a proposé de faire. Alors nous, on a été appelés par le CH de Grasse, qui est donc un site d'une douzaine d'hectares. Et le CH de Grasse nous a dit, on a des bâtiments qui sont pour un certain nombre vétustes. Alors en parlant de climat, de thermique des bâtiments, il faut savoir que 4e étage dans certaines unités de soins, ils sont à 40 degrés. Donc vous imaginez les conditions de travail pour les soignants et pour les patients. Et puis ils nous ont dit, finalement, comment est-ce qu'on pourrait faire autrement ? Donc vous voyez, il y avait une demande sociale. Et donc on est arrivé avec une approche, et donc ça s'appuie sur beaucoup de recherches que l'on a fait, et il faut savoir qu'en fait, dans le monde, il y a des datas absolument incroyables qui existent partout dans le monde sur le vivant. Sauf que ces données-là ne sont pas aujourd'hui exploitées et elles commencent à peine à arriver dans les différents secteurs. Donc on a fait toute une recherche et on a finalement fait une première chose qui a été de faire une photographie. Et ce que vous avez à l'écran, en fait, c'est une photographie des qualités, on pourrait dire, écosystémiques du site. Et donc on s'est intéressé, c'est ça la logique régénérative, c'est de dire, c'est quoi les conditions propices au vivant ? Pour que le vivant nous donne le maximum, il faut lui donner les meilleures conditions en termes de lumière, en termes de sol et en termes d'eau. Donc nous sommes allés calculer sur la base de données, alors on a fait des relevés terrain et puis on a fait aussi beaucoup de travail à base de SIG, donc de données satellites et puis ensuite de travail, tous les indicateurs que vous voyez qui permettent finalement de dire, à l'instant T, si on regarde comment est la lumière sur le site, comment on parle, vous voyez dans la lumière, vous allez voir par exemple la bioclimatique, c'est-à-dire comment finalement différents bâtiments sont-ils capables d'utiliser l'énergie extérieure sans en consommer ou en produire. On est allé regarder la nature des sols, on est allé regarder l'eau. Alors l'eau, il y a l'eau verte, il y a l'eau bleue, il y a le ruissellement, il y a beaucoup de choses en fait qu'on peut aujourd'hui travailler. La biodiversité, on est allé regarder aussi quelle était la qualité de la biodiversité. Et puis les fameux services écosystémiques que Suzanne évoquait aussi, c'est-à-dire finalement c'est quoi les capacités de stockage de CO2 de la parcelle, je parle ici du foncier, c'est quoi les capacités de photosynthèse, donc on peut aujourd'hui aller loin. Alors l'idée c'est pas de faire la photo, l'idée c'est derrière de dire finalement partant de cette photo-là, si on optimise les meilleures conditions sur ce site-là, quelles seraient les solutions que l'on peut mobiliser. Et là on rentre dans le concret. C'est-à-dire que là, on est capable de dire, on va scénariser les différentes solutions fondées sur la nature, je vais les appeler comme ça pour simplifier,
Certaines, vous les connaissez déjà, hein, donc en vrac, là, il y en a 6, 7. Hein, il y a des toitures végétalisées, des façades végétalisées. Ce que vous avez en bas à gauche, par exemple, c'est un couloir végétal. Alors, ils se sont dit, couloir végétal, c'est très bien. Alors, premièrement, parce que quand on est en pleine calicule, ça permet de passer d'un espace à un autre. Et puis, avec eux, en fait, assez vite, on s'est dit, on va faire une étude sociologique, parce qu'on va intégrer aussi, finalement, leur modèle économique. Leur modèle économique, c'est un modèle de soins. C'est un modèle où il y a des patients. C'est un modèle où donc la nature, via la biophilie, la biophilie, c'est le fait que la nature nous fasse du bien, peut aussi contribuer aux soins. Peut-être que ces couloirs que vous voyez végétaux peuvent permettre à des visiteurs qui vont du parking jusqu'au bâtiment d'avoir moins d'anxiété. Et donc tout un ensemble de solutions. Ce que vous avez à droite, par exemple, c'est des toitures biosolaires. Hein, donc c'est pas des ombrières solaires. Il n'y a pas de photovoltaïque ici, même si on a intégré le photovoltaïque évidemment dans le projet. Hein, donc c'est des ombrières sur lesquelles on va avoir une production d'ombre et une couche végétale. Donc vous allez avoir de la séquestration carbone, de la biodiversité et de la contribution à des îlots de fraîcheur. Et vous voyez, tout le travail ici, ça a consisté à dire on va avoir une vision globale. Et une vision qui va permettre d'agir, c'est-à-dire de choisir, sans opposer les choses. Hein. C'est important de préciser ici qu'on n'est pas simplement, on n'est pas en train de dire c'est du vert partout. Non, il va falloir utiliser des solutions vertes, et puis il y a des solutions grises, des solutions hybrides. D'ailleurs, souvent les solutions hybrides fonctionnent très bien. C'est comme si vous voulez, il ne faut vraiment pas opposer les choses. Les solutions techniques qu'on a utilisées jusqu'ici, hein, c'est pour vous donner une image qui m'a frappé. Elles ont tendance, je discutais avec un responsable de Bouygues hier, elles ont tendance à baisser avec le temps en termes d'efficacité. Le vivant, c'est l'inverse. Au départ, il a besoin de pousser, et puis plus on progresse, plus il va fournir en fait les services dont on a besoin. Et donc ce qui est intéressant, vous voyez, alors ça c'est des photos un petit peu avant-après, donc on simule tout ça avec des cartes. Alors peut-être que vous ne voyez pas très bien, mais entre à gauche et à droite, vous allez avoir beaucoup d'espaces végétalisés, donc des façades. Alors ce que vous voyez en blanc, par exemple, c'est de techniques de cool roofing. Donc sur ces toits-là, on ne pouvait pas, pour des raisons d'infrastructure, installer une toiture végétalisée. Donc on ne se prive pas d'avoir recours à une solution technique. Et voilà, tout un ensemble de choses. Par exemple, pour les arbres, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de dire, c'est bien les arbres, mais encore faut-il planter les bonnes espèces, qu'elles soient résilientes, qu'elles soient capables d'abriter la biodiversité, de stocker du carbone et de capable de l'estimer. Et tout ça, on est capable de le faire aujourd'hui dans une base de 450 espèces, qui vont être capables aussi de se projeter dans le temps, puisqu'on est dans l'adaptation climatique. Donc aujourd'hui, il y a des moyens, c'est ça que je suis en train de vous partager, et ces moyens, on peut les chiffrer. Et c'est ça qui est important, et c'est là où on reboucle un petit peu avec les enjeux du secteur, de l'assurance, de la réparation, des sinistres. C'est qu'à un moment donné, la question, ça va être le nerf de la guerre. C'est comment on paye, combien ça coûte. Est-ce que les solutions vertes, c'est forcément plus cher? Est-ce qu'elles ne généreraient pas des bénéfices que l'on peut valoriser? Et là, on reboucle avec le service, avec le modèle économique. Puisque si on est capable de mesurer, alors on sait très bien le faire sur la thermique des bâtiments, le ROI de ce projet, il est à 2 ans, dans la phase actuelle de conception. Et le ROI, une grosse partie vient des économies d'énergie, qui sont faites à la fois par les toitures végétalisées, par le recours à des ENR. Il y a combien concrètement d'économies d'énergie pour un bâtiment comme ça? Là, vous voyez, alors là, on a raisonné en termes plutôt d'émissions, de réduction des consommations d'énergie. Je n'ai pas le chiffre en tête. Une baisse de 75% quand même, c'est absolument gigantesque. Donc ça, c'est énorme. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera le cas partout. Ici, il y avait une certaine vétusté des bâtiments qui faisait que, quand on arrive sur des bâtiments qui ont déjà finalement une performance énergétique très forte, évidemment, les solutions vertes ne vont pas forcément être adaptées. Donc, auquel cas, ça ne sert à rien de mettre du vert partout. Non, mais sur la rénovation, en revanche, c'est un facteur clé de succès énorme. Sur la rénovation, aujourd'hui, c'est plus à démontrer. Alors là où c'est intéressant, comme je disais tout à l'heure, c'est de s'assurer que ces solutions vont vivre dans le temps. Donc, c'est-à-dire que l'investissement va durer, que le vivant va être au rendez-vous, et donc on va pouvoir avoir tous les bénéfices. Donc, il y a une société qui s'appelle par exemple PureBassense, vous voyez, qui met des capteurs à côté de chaque arbre, et on est capable en temps réel de savoir quelle est la quantité d'eau dont a besoin l'arbre à ce moment-là. Donc, là encore, on n'oppose pas les choses, on aura besoin d'intelligence, de nouvelles technologies, mais il y a vraiment l'idée aujourd'hui de se dire, nous pouvons aborder ça de façon holistique, nous pouvons faire avec le vivant. Je crois que l'enjeu aujourd'hui, c'est bien de ne pas être dans une approche solutionniste. Moi, ça serait quelque chose qui me ferait raccrocher les gants assez vite, c'est de rentrer dans une forme d'utilisation, voire de financiarisation du vivant. C'est, je crois, hors de question et éthiquement extrêmement dangereux d'aller là-dedans. Mais aujourd'hui, nous sommes capables de mesurer ce qu'il nous rend quand on lui donne. Et je crois que c'est ça qu'il va falloir apprendre à faire. C'est non pas mettre du vert partout, non pas verdir, avoir des approches beaucoup plus subtiles, plus intelligentes peut-être comme celle-là, pour finalement recomposer avec le vivant.
Et je finis juste sur une image pour vous donner, parce que c'est quelque chose qui nous mobilise nous beaucoup aujourd'hui, hein, c'est quelque chose dans lequel on croit beaucoup. On pense que la régénération va beaucoup démarrer en fait par les infrastructures. Parce que c'est facile, entre guillemets. C'est plus facile que d'attaquer son modèle économique, c'est parfois plus facile que de faire du biosourcing, ou etc. etc. On pense que les projets de rénovation et de construction aujourd'hui, on peut les placer dans une logique de création d'oasis. Il y a de tels enjeux aujourd'hui face à l'artificialisation. Voilà, moi non plus. Là, je vous ai donné Voilà, c'est ça, le problème, j'ai transmis. Voilà, on est face à un enjeu, comme vous le savez, qui est énorme. Hein. On perd un département tous les 8 ans en artificialisation en France. Donc on peut aujourd'hui se mettre dans une logique de recréer des oasis. Il y a aujourd'hui le concept d'oasis école qui existe. Hein. Chez nos bambins, on commence enfin à enlever le béton, enlever le goudron pour remettre de la nature. Étendons ces concepts-là à tout ce qui touche à la rénovation, peut-être dans un premier temps, puis peut-être à la construction dans un deuxième temps. Très belle démonstration donc, avec ce qui s'est passé sur le CHU de Grasse. Suzanne, c'est très complémentaire ce que vous préconisez aussi dans votre démarche, parce que pour vous, la réparation doit être sobre et de bon sens. Lorsqu'il y a des recommandations, comment est-ce qu'on fait pour garder au maximum l'existant lorsqu'il y a un dossier qui arrive ? Alors, c'est vrai que c'est très important. Enfin, moi, j'aime bien en fait avoir une bonne conscience des problématiques initiales avant de trouver des solutions. Et c'est vrai que c'est le sujet qui a été abordé en première table ronde. La solution la meilleure ou celle qui est la plus sobre, c'est celle qui remplace le moins et qui permet de garder le plus l'existant. Mais pour ça, il faut plus investiguer en général. D'ailleurs, souvent en fait, on dit quand on n'a pas trop recours aux investigations, la solution, c'est de tout remplacer. Et finalement, en fait, en expertise, aller un petit peu plus loin sur les recherches spécifiques. Quand il y a plusieurs causes possibles, on peut tout remplacer les deux, ou alors on peut pousser un peu sur les investigations. Par contre, ça demande effectivement, le sujet a été abordé au niveau financier, ça demande un petit peu plus d'investissement en investigation. Ensuite, il y a forcément les solutions sobres, qui peuvent être mises en avant. Par exemple, l'étanchéité dont on parlait, on peut remplacer toute une étanchéité ou bien juste réparer. Le cool roofing qui a été évoqué, quand on a conscience de la perte des glaciers notamment, et puis même de la perte de la couverture nuageuse liée au dioxyde de soufre, enfin bref, ils disent en fait qu'il y a un très fort réchauffement. Une très grande part du réchauffement, a priori, est liée justement à la perte de l'albédo. L'albédo, c'est le pouvoir réfléchissant des sols. Et en fait, si toutes les toitures qui sont aujourd'hui bitumées, on les passait en couleur claire, on pourrait à minima un peu compenser en fait ce phénomène. Et en ce qui concerne les nouveaux matériaux, c'est facile aujourd'hui de les utiliser comme la paille, par exemple ? Alors après, tout ce qui est justement biosourcé, c'est la différence, en fait, elle est vraiment énorme en termes de bilan carbone et de stockage et de tout, en fait, même service écosystémique à côté. Et justement, on a parlé tout à l'heure qu'il manquait un petit peu de réglementation. C'est plus le cas sur la paille, puisque maintenant, en fait, il y a des règles professionnelles. Il y a des structures bois et de la paille, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas intervenir sur un dossier dans lequel il y avait un doublage avec de l'isolation de laine de verre avec du placo, et puis on remplace par la paille. Moi, je pense plutôt aux solutions de ce type quand on remplace, par exemple, de manière importante tout le reste. Et là, j'illustrais un petit peu sur le fait qu'en fait, la paille, c'est un exemple, parce que c'est celui qui a fait l'objet de règles professionnelles qui sont maintenant, c'est bon, c'est parti, on est en technique courante. Et en fait, la paille, si on utilise 1% en fait de la paille excédentaire qui sert pour le coup vraiment à rien, ni en litière, ça permet d'isoler 10% des maisons. Et 10% en fait des constructions neuves. Donc c'est assez important. Il y a le RFCP, Réseau Français de la Construction Paille, qui développe pas mal de solutions là-dessus. Et en fait, aujourd'hui, quand on discute avec les confrères experts, même entreprises, il y a effectivement ce qui a été évoqué tout à l'heure de c'est des solutions, on n'a pas envie parce que problème d'eau, problème de donc on a peur en fait que ce soit grignoté par des rongeurs, on a peur qu'il y ait de l'eau, on a peur en fait du sinistre de seconde génération. Donc effectivement il faut de la formation, mais de toute manière on n'a pas le choix. À un moment on se retrouve
on a un frein, on n'a plus assez de ressources sur plein de choses. L'acier, le béton, ça pose des problèmes, le sable pose un problème, l'eau pose un problème, etc. Donc il faut trouver des solutions alternatives. Et les solutions qui sont basées sur le biosourcé, elles sont intéressantes. Et je pense qu'il faut s'ouvrir un petit peu là-dessus. Alors, Domitille, on entend toutes ces solutions apparaissent même révolutionnaires pour certaines. Comment est-ce qu'on peut arriver juridiquement à protéger un maître d'ouvrage ou un expert qui souhaite utiliser ces innovations? Est-ce que c'est possible? Alors déjà, un maître de l'ouvrage qui souhaite utiliser toutes ces innovations, moi je lui dis bravo, parce que je pense qu'il faut quand même encourager, évidemment d'encourager les architectes dans l'innovation, mais il faut aussi encourager les maîtres de l'ouvrage à se lancer et aussi à mettre un peu d'argent sur la table pour pouvoir mener à bien tous ces projets-là. On a listé tout à l'heure toutes les normes. Eh bien, une des solutions pour les protéger, c'est inclure dans les marchés des clauses types pour s'assurer que ce soit respecté. C'est aussi, pourquoi pas, intégrer dans les règles de l'art non plus seulement des règles qu'on connaissait techniques, mais aussi inclure une volonté de durabilité à l'intérieur des règles de l'art. Et puis, c'est aussi trouver des modes de financement. On en parlait aussi tout à l'heure sur tout ce qui est risque de dégradation du bâti avec les catastrophes naturelles, avec des cofinancements, avec des diagnostics de résilience des bâtiments. C'est aussi s'assurer que derrière les intervenants à l'acte de construire vont être assurés. Donc, c'est bien évidemment aller prêcher la bonne parole comme on est en train de le faire aujourd'hui. Et puis, c'est aussi offrir en fait aux maîtres de l'ouvrage d'autres solutions. Et si vous me permettez, je voudrais aussi aborder la question de la réversibilité des bâtiments. Oui, parce qu'il y a dans les autres solutions, on allait l'aborder un petit peu plus tard, mais c'est vrai que c'est la question de la réversibilité des bâtiments. Ça peut être une solution pour permettre justement d'éviter de nouvelles constructions. Absolument, et c'est pour ça que je me permettais de rebondir sur ce que disait Suzanne, c'est-à-dire utiliser ce qui existe déjà et ne pas déconstruire pour reconstruire derrière. Donc une des solutions dont les maîtres de l'ouvrage peuvent se saisir, alors évidemment ça nécessite un énorme investissement de leur part, mais c'est utiliser la réversibilité des bâtiments. Alors la réversibilité, c'est pas la réhabilitation d'un bâtiment, c'est en fait faire construire un bâtiment qui intègre dans sa conception la possibilité que sa destination soit modifiée par la suite. Donc c'est la modification programmée en fait de sa destination. Oui, parce que c'est pas le cas aujourd'hui en fait. Alors c'était pas le cas. Jusqu'à aujourd'hui, et maintenant ça a changé. C'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que vous aviez, et on en a tous eu conscience, bien évidemment, au moment du Covid, avec des tonnes de bureaux qui sont devenus vacants, qui ne servaient strictement à rien. Et tout le monde s'est posé la question de comment utiliser ces bureaux. Mais si on revient même en arrière à ça, c'était déjà une possibilité qui avait été mise en œuvre par la loi dite Macron en 2015, mais qui était une possibilité qui était temporaire. Et puis après, il y a eu différentes évolutions et je vous passerai la liste, mais la plus grande, la plus marquante est celle qui est issue de la loi JOP de 2024, enfin pour les Jeux Olympiques de 2024, qui a été utilisé en fait le village olympique dans une première destination et dans une deuxième destination, ensuite le transformer en bureau au logement. Et puis il y a une proposition de loi qui était sortie en 2023, qui était assez innovante et qui était malheureusement restée lettre morte à la suite d'une autre dissolution. Et le 5 juin 2025, le Sénat a approuvé cette proposition de loi sur la réversibilité multiple ou les destinations multiples des bâtiments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je vais construire un bâtiment, eh bien, je vais pouvoir solliciter
un permis de construire avec plusieurs destinations possibles sur une période de 20 ans. Avec l'obligation d'inscrire dans le permis au moins le premier changement de destination. Et là-dessus, forcément, alors c'est aider les maîtres de l'ouvrage, puisque c'était votre question première. Ça peut forcément aider les maîtres de l'ouvrage à les inciter à avoir des projets pour rester dans l'existant. Mais du point de vue des juristes, et du point de vue des assureurs, ça pose tout un tas de questions. Pourquoi ? Parce que si je vous dis qu'un permis est là pour exister pendant 20 ans, forcément, chez vous, juristes, assureurs, vient tout de suite la question de comment est-ce que j'applique une décennale sur 20 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire 2 décennales, en réalité, qui vont aller l'une après l'autre. Alors, si on se pose cette question-là, c'est qu'on se pose en fait la question à la base pour les juristes et pour vous, assureurs, est-ce que mon ouvrage qui va changer de destination, est-ce que c'est un seul ouvrage qui va être ensuite modifié ou est-ce que c'est 2 ouvrages ? C'est-à-dire, je vais avoir un premier ouvrage dans une première destination et ensuite un second ouvrage dans une deuxième destination. Et si on opte pour cette solution d'avoir 2 ouvrages, forcément, ça permet d'avoir 2 délais décennaux qui vont aller l'un derrière l'autre avec le chevauchement des garanties d'assurance que l'on peut connaître, des acceptations du support, etc. Ça peut poser aussi la question de la réception. Parce que ça veut dire quoi ? Est-ce que j'ai un premier chantier avec une seule réception, puisqu'on sait que la réception est unique ? Mais alors, dans ces cas-là, comment est-ce que je vais pouvoir réceptionner un bâtiment qui va avoir une destination autre, qui va être modifié ultérieurement et potentiellement dans les 20 ans de son permis ? Est-ce qu'on va pouvoir appliquer la réception par lot, qui est une des possibilités de réception. Et vous voyez là que, évidemment, on aide le maître de l'ouvrage, mais derrière tout ça, il y a énormément de questions juridiques qui se posent et sur lesquelles on va devoir tous se poser et réfléchir. Alors justement, on voit, Eric, toutes ces solutions qui se mettent en place, ces réglementations qui évoluent. D'ailleurs, c'est un point sur lequel vous insistez dans vos travaux, c'est le fait de ne surtout pas refaire à l'identique, par exemple, lorsqu'il y a un sinistre. L'adaptation, ces solutions de transformation, pour vous, c'est important ? C'est même vital ? Oui, et je dis ça sur le retour à l'identique, parce qu'on porte ce procès-là, je dirais, ou cette intention-là, souvent aux assureurs. Genre, en gros, voilà, mon logement a été inondé, je fais un dégât des eaux, et j'ai une somme, et évidemment, je reconstruis avec cette somme dans un temps court, c'est ce que j'observe à peu près partout, et qu'il faut changer de temporalité. Donc, il y a toute une série de choses. Le vivant est une très bonne piste, la flexibilité ou la réversibilité en est une autre. C'est vrai que celle que je pense avec laquelle il faut qu'on se batte un peu tous, c'est une idée qui nous empêche de réfléchir. La première, c'était de ne pas mêler celle que j'ai nommée, évaluation et dialogue, qui est en gros pratiquement une définition de l'invention. Ça, vraiment, en plus, c'est dommageable et triste de ne pas pouvoir parler. La seconde, que je trouve, moi, insupportable, c'est que chaque fois que ça casse et que je suis invité sur des plateaux, des matinales, on me dit toujours que je devrais être plus solide et plus étanche. Et je pense que là, quand j'entends ça, évidemment, je bondis en me disant qu'on est sur une impasse absolument totale. Je veux dire que plus solide et plus étanche, je pense que c'est réellement pas le chemin qu'on va prendre au XXIe siècle. Ça ne veut pas dire qu'il faut être plus fragile et partir à l'eau. Mais je pense, et c'est une idée, si je peux avoir cette image, que j'ai proposée pour la Biennale d'architecture actuelle à Venise, que j'ai gagnée avec 2 autres agents, Jacob McFarlane et Martin Duplantier. On représente la France pendant 2 ans. Si quelqu'un a envie d'aller à Venise, évidemment, je vais pas dire je l'emmène. Qui veut partir en week-end à Venise avec Eric. Avec tous les experts de France. Avec tous les assureurs. Si on pose aussi. la question comme ça, il n'y a jamais de succès. Mais pour vous dire l'idée qu'on défend à Venise, quand même, à un moment, on nous demande tout le temps d'être plus solide ou plus étanche. Et d'ailleurs, je rejoins le vivant que je ne pose pas en ces termes. J'appelle ça, ce que j'ai proposé à Venise, c'est ce que j'appelle des abris ouverts. Pour vous le dire vite, la situation à Venise, c'est dans les Giardini, c'est tous les 2 ans, c'est la grande expo mondiale de l'architecture. On a un pavillon français qui est en train d'être réhabilité.
Réhabiliter, ça veut dire qu'il fait une étanchéité et une clim. Et il améliore ses verrières. J'aurais dit super la France. Bon, je dis ça à l'oral quand même. Normalement, c'est pour perdre que je dis ça. Et je leur dis, pendant qu'on a un abri solide, étanche, dans lequel on peut passer une fraction de sa vie, pourquoi on ne prendrait pas aussi un chemin vers le vivant sur ce qui est le changement en traversant, image de droite, une nature, une frondaison, on va dire un petit bout de forêt, et pour atteindre quoi? Image de gauche, le canal. Parce que moi, ce qui me choque en permanence, c'est que chaque fois qu'il y a une inondation, chaque fois qu'il y a une canicule, chaque fois qu'il y a un incendie, les gens disent « j'en ai jamais vu, donc je ne sais pas comment faire ». Ça nous coûte quand même 300 vies à Valence, en Espagne. Ça nous coûte des millions de pertes dans les territoires sur lesquels je travaille toujours, il y a quand même des décès. La canicule, c'est pas pareil, ça fait moins de dégâts, mais ça fait plus de morts. Et donc, je leur dis, l'inverse de ce que j'ai fait avec l'éducation de mes filles, que j'ai toujours gardé à l'abri dans la maison, s'il pleut, mes enfants ne sortent pas de la maison. Je leur ai dit, vous êtes vraiment pas très malignes, quoi. Je veux dire, pas mettre un pied dans l'eau, c'est s'assurer qu'on ne saura pas nager. Donc, cette idée très simple, de traverser la nature et d'aller voir comment monte l'Aqua Alta, qui est en plus une idée symbolique, de plaisir. Tous les Vénitiens vont à Venise pour monter sur des tables. J'ai convoqué ça dans cette situation. Quand on gagne avec la France, quand même, 49 équipes en lice, on gagne. Un coup de hasard, mais on gagne au nom de la non-étanchéité. Et qu'on arrive à Venise avec les autorités de la Biennale, les gars nous disent, mais enfin, vous rêvez. Personne ne s'installera dans l'image de droite, c'est-à-dire dans le vivant, et personne ne se rapprochera de l'eau, c'est-à-dire l'Aqua Alta. Comme j'ai un Italien fameux, je leur dis, écoutez, qu'est-ce que vous faites dans la place Saint-Marc quand elle monte? Et je monte sur ma chaise, c'est quand même des grosses autorités pour leur dire, quand il n'y a plus de place, on monte sur une place plus petite, mais on reste là. C'est ça qui m'intéresse. Qui veut dire que cette question où il faudrait, c'est là que j'ai vraiment besoin de votre avis, parce que chaque fois que je croise un expert ou un assureur, il me dit, t'es pas assez étanche. Et ben, je dis, ça les fait rire en tout cas, je pense que vous avez tapé juste. Et je les vois et je dis, mais pourquoi on serait étanche partout, tout le temps? Enfin, je veux dire, quand j'en ai marre pendant le Covid, même si je suis limité à 1 kilomètre, je cours dans la rue. Je n'ai pas dit tout nu dans la rue, mais vous comprenez que c'est cette idée-là que je défends. C'est ce que faisait Charlotte Perriand quand elle se mettait toute nue dans les montagnes. Donc il faut travailler avec la nature et pas Évidemment, contre elle. si on n'est pas au contact des choses, il n'y a pas une chance de les deviner, il n'y a pas une chance de les comprendre. Alors évidemment, vous avez cité Pompéi. Et bon, les mecs, ils n'étaient pas super entraînés au volcan, mais si vous regardez... Non, mais si vous regardez au 6e siècle, il y en avait déjà eu. Moi, chaque fois que j'ai une catastrophe, je refais toute la carte en me disant, putain, on fait pardon, pour mes gros mots, on fait zéro progrès sur la connaissance. C'est pour ça que l'idée des normes, si elles contiennent de l'évaluation et de la connaissance, me plaisent beaucoup. Quand je suis à Roquebillière avec Chloé, le maire a changé de rive son village, parce qu'en 1926, il perd 80 personnes à un éboulement complet. Il change son village de côté. Et après, maintenant, chaque fois qu'on a une lave torrentielle, on dit « Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire avec les laves torrentielles ?» Donc, cette idée d'emmener les gens dans la nature, à condition qu'ils soient capables de faire l'aller-retour entre le moment où on est à l'abri et le moment où on est à l'ouvert. Vous comprenez ça? Que c'est ça qu'il faut qu'on fabrique. Tous les gens avec la Covid se sont dit « Pourquoi on n'a pas de balcon? Pourquoi on n'a pas de jardin ?» Les restaurants se sont dit « Pourquoi on n'a pas de terrasse ?» Ils ont fait des abris ouverts. Parce que quand il fait bon, au lieu de s'enfermer comme nous à 12 degrés, on est dehors. En vrai, on serait mieux dehors. En vrai, vraiment. Et je n'ai pas dit qu'on s'embrasserait, mais je cherche une convivialité à l'idée d'être ensemble, alors qu'on nous présente la nature, enfin, chaque fois que moi je suis sur un événement, comme quelque chose d'hostile avec laquelle on n'engage plus de bienveillance. Donc, c'est une idée très simple. Je viens de livrer une école il y a 3 jours à Romorantin. J'en ai d'ailleurs parlé au moment de la canicule, quand Dominique Seux me disait, Eric, sur une matinale, l'énergie est pas chère, on n'a qu'à climatiser. Je lui dis, très bien, tu feras comme le Front National. On est étanche. Il faut entendre que l'étanchéité à la nature, c'est aussi l'étanchéité aux autres, c'est-à-dire aux autres êtres humains, dont on a immédiatement besoin quand ça cogne. Parce que si vous êtes perdu, je ne connais pas votre niveau en montagne, mais en montagne, vous appellerez un guide, c'est-à-dire quelqu'un qui a une meilleure évaluation, une connaissance que vous. Et il vous dira, il n'y a que Chloé Nabédian avec ses émissions pour aller faire le tour du volcan, quand aucun des guides de Chamonix n'y serait allé. Vous comprenez? Je continue à penser qu'il y a des pêcheurs qui sont plus forts avec la mer que moi, parisien crétin. C'est une idée super simple. Par contre, si vous me faites étancher tout le temps, l'école que je fais à Romorantin, elle est vachement bien, parce que je me suis dit, putain, les couloirs servent à rien, il faut les chauffer, les fermer, les nettoyer. C'est 30 à 40% d'une surface d'école, des couloirs. Donc j'ai enlevé tous les couloirs. Et à qui je les ai donnés? Pas au maire pour qu'il fasse des économies d'argent. Il a voulu me les piquer d'ailleurs. Je lui ai dit non. Et je me suis appuyé sur l'inspectrice de l'éducation nationale. Je les ai mis dans la classe. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des classes qui sont des boîtes à sardines de 60 mètres carrés où tous les parents se demandent comment les enfants vont pouvoir apprendre un truc,
on a des classes de 100 mètres carrés. Et les couloirs qui étaient internes, ils sont externes. Et j'ai fait des circulations abritées. Oui, quand il pleut. De toute manière, vous allez où quand vous sortez de la classe? Dans la cour. Donc je ne vais pas mettre un toit sur la cour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va aller de la classe à la cour par une circulation abritée qui, en plus, empêche de faire rentrer le soleil dans la classe. Et en plus, comme la classe est fine et qu'elle n'est pas bordée par un couloir, elle est ce qu'on appelle traversante, je peux ouvrir une fenêtre d'un côté, une fenêtre de l'autre et faire un courant d'air. Je veux dire que ce rapport d'une nouvelle architecture à la nature fait que, là, je le dis très gentiment, et ce n'est pas une critique envers vous, les assureurs m'ont dit, Eric, une école sans couloir, là, ça va être compliqué. En termes de sécurité, les pompiers ne savaient plus quel règlement utiliser. Ils ne savaient plus. Vous voyez, je les ai aidés. Et les gens des normes, des règles et tout ça de la thermique, ils ne savaient plus comment faire entre ce qui était l'opposition de la thermique et celle du carbone. Alors du coup, j'avais 2 BET et aucun des deux était Et là, d'accord. ça a marché. Je ne sais pas si ça a marché, mais c'est construit. Ça, c'est le dernier point que je voulais citer, parce qu'après, là, j'ai vraiment pris mon Là, on est temps. en train d'exploser les scores. Hein. C'est que ce qu'on fait ensemble, si on ne refait pas un retour d'évaluation, ce que les Américains appellent la post-occupancy evaluation, c'est-à-dire, est-ce qu'on est d'accord pour mesurer ensemble ce qu'on est en train de faire? Parce que j'en ai vu, hein, j'ai gagné un des premiers BIM or sur la thermique à Nice en disant qu'il n'y aurait pas de chauffage dans les sanitaires, pas d'eau chaude, rien. 2 ans après, il y avait le chauffage, les sanitaires, trucs. On avait même dit qu'il n'y aurait pas d'ordinateur. Et bizarrement, il y a eu des ordinateurs dans les bureaux. Donc, il faut aussi mesurer 1 an, 10 ans, 30 ans après ce qu'on fait. Pardon. Non, mais c'était très pertinent pour tous ces exemples. Mais je voudrais qu'on finisse avec vous, François-Xavier, quand même, parce que cette table ronde est en train, sinon, de s'éterniser. Non, mais c'était passionnant. Mais le problème, c'est qu'il y a énormément de sujets passionnants. Et François-Xavier, vous en avez un avec le numérique, parce que vous pouvez être un allié pour Eric, vous pouvez être un allié pour Romain, pour Domitil ou pour Suzanne. Et d'ailleurs, vous avez fait des recommandations très spécifiques pour savoir comment le numérique peut aider concrètement l'architecture, les bâtiments, bref, le monde de la construction. C'est les 10 recommandations Smart and Green que vous avez développées. C'est pas moi. Hein. Là, on parle de la SBA, donc Smart Buildings Alliance. C'est une association à but non lucratif en France qui regroupe 400 membres dans tous les domaines liés au numérique et au bâtiment, et qui, à un moment, se sont dit on va essayer d'aider le marché. On ne peut pas être en permanence sur les tables rondes ou sur les conférences. Donc, on a écrit, et ça date d'il y a 4-5 ans, mais quand on les relit, elles sont toujours valables. Donc ça, c'est à lire à l'échelle de vos clients, hein, un maître d'ouvrage, une collectivité, un propriétaire immobilier, etc. Je ne vais pas tous les citer, hein, vous les trouverez sur le site de la SBA, mais globalement, c'est mettez de la méthode, en fait. Et en gros, on ne peut plus imaginer un bâtiment tout seul dans son coin. Si je suis une collectivité, je travaille avec Strasbourg, il y a 3500 bâtiments. Donc c'est pas juste, tiens, il y a une école qu'il faut rénover, on va essayer de regarder ce qu'on va faire. Non, c'est à 10 ans, à 20 ans, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Comme on fait un plan d'urbanisme, il faut un plan numérique pour dire, on a un patrimoine qui est gigantesque, on a des normes, il y a des priorités, parce qu'on ne va pas pouvoir tout rénover tout de suite, et comment on s'y prend. Donc là, on va parler par exemple d'un schéma directeur numérique, c'est quoi la vision à 10, 20 ans de notre patrimoine, avec qui on travaille, la notion technique d'interopérabilité que j'ai citée tout à l'heure, c'est fondamental en fait. On va mettre beaucoup moins, par exemple, de carbone, de cuivre par exemple. C'est des choses qui coûtent très cher et qui sont catastrophiques dans un bâtiment. On peut réduire, on peut diviser par 10 les kilomètres de cuivre dans un bâtiment si on réfléchit à l'échelle globale d'un bâtiment entre les différents lots. On va mutualiser par exemple. Donc toutes ces recommandations, elles sont à vos dispositions, à disposition de vos clients. C'est de dire, travaillons collectivement, mais avec une vision, avec un sens, avec quelque chose de construit et non pas de subi. Dans le bâtiment, on subit beaucoup. Il y avait un exemple qui m'avait particulièrement frappé, que vous aviez évoqué, sur le fait que parfois on pouvait avoir un même élément numérique disposé 10 fois parce que tout le monde ne communiquait pas forcément entre eux, alors qu'une fois ça pouvait suffire. Ouais, je peux prendre cet exemple-là. C'est par exemple le bâtiment de bureau. Quand nous on fait des audits, on va regarder comment on pourrait optimiser un bâtiment de bureau. Souvent on constate que dans une salle de réunion, on va avoir 3 capteurs de présence. Parce que la maîtrise d'ouvrage a motivé tout le monde à dire il faudrait que ce soit un petit peu intelligent, comme la défense, hein, elle est restée allumée et climatisée pendant tout le confinement. Hein. Donc c'est pas très intelligent ça. Donc on va juste mettre un capteur de présence,
Donc le lot ELEC met un capteur de présence pour l'éclairage, le lot chauffage, climatisation met un capteur de présence pour la température, le lot menuiserie met un capteur de présence pour piloter les stores, les BSO, etc. Alors que dans un monde numérique, l'information, cette salle est occupée ou pas occupée, elle est unique en fait. Il y a un seul capteur suffit évidemment. Donc ça c'est la mutualisation, c'est le fait de faire converger de la donnée. C'est tout simple. En informatique, je peux vous assurer que c'est le b.a.-ba de l'informatique. Et ben, dans le bâtiment, on va mettre 3 capteurs, 3 réseaux, 3 installations, 3 réceptions, 3 sources de problèmes, de panne et de maintenance. Et voilà, c'est du bon sens. Et ça manque. Donc c'est juste ce dialogue, faire intervenir. Alors j'ai entendu parler dans la table ronde précédente d'AMO spécialisés. Voilà, c'est en conception. Les architectes, là, typiquement, quand ils créent ils répondent à des concours, ils créent des équipes, mettez les AMO au numérique parce que ça va vous apporter une valeur à votre bâtiment, parce on va sortir des schémas classiques, et puis parce que sans numérique, voilà, on ne fait rien de cohérent aujourd'hui. Quel est le message clé pour conclure que vous voulez envoyer aux personnes qui sont présentes sur le numérique ? J'ai beaucoup de choses à dire, mais peut-être que le plus important, je vais reprendre ce terme, smart building. Vous voyez, smart building, c'est de l'anglais, c'est pas idéal, mais le mot smart, il est très intéressant. Ça ne veut pas dire intelligent du tout. C'est pas high-tech le mot smart. Le mot smart, si on reprend le mot anglais, c'est malin. Donc je reprends l'exemple du bon sens. C'est malin dans le sens où on va essayer d'optimiser avec des règles de base empiriques, avec de la mutualisation, avec se poser les bonnes questions en collectif. Donc arrêtez de mettre les bureaux d'études chacun dans leur coin, mettez-les dans la même pièce. Et puis, travailler sur de l'agilité. On parlait tout à l'heure de reconversion, réversibilité des bâtiments. Il y a l'hybridation. Donc, un bâtiment, il peut y avoir en même temps plein d'usages différents. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler de façon collective, en écoutant les usagers, parce que là, on parle beaucoup du vivant. Il y a bien un moment où ce bâtiment, il va avoir des utilisateurs. Et le numérique, vous voyez, hein, je pense que vous avez tous un smartphone dans la poche. On diabolise le numérique, mais on l'utilise tous en permanence. Donc ça veut bien dire que dans les bâtiments, il y a un déficit, mais il faut que ce soit accepté par les utilisateurs. Donc là aussi, c'est du dialogue. Donc le seul mot, les 2 mots, bon sens, c'est déjà 2, mais dialogue en plus, et on arrivera à faire évoluer les choses. Je crois que c'est une parfaite conclusion parce que c'est vraiment ce qui ressort à chaque fois de vos interventions, bon sens et communication. Merci beaucoup à tous les 5. Il y avait énormément de choses encore à traiter, mais c'était passionnant et vous étiez passionnés par le sujet, donc merci à vous. Merci. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenants ? Non, mais Bien sûr, mais c'est pour que vous soyez enregistrés, je crois. Ouais, je m'occupe pas c'est pour les personnes qui nous regardent. Oui, alors les quartiers inondables, ça m'intéresse beaucoup. Parce que visiblement, vous avez trouvé des solutions à Romorantin. Est-ce à dire qu'on peut envisager des constructions de manière plus tranquille aujourd'hui dans ces quartiers ? Il y a notre micro là. Romorantin, c'est le seul exemple que je ferai de ma vie où le PPRI était à peu près pas fini, pardon, plan de prévention de risque inondation, et que je vous rappelle l'histoire, on était en 2007, une date importante, c'est-à-dire qu'on s'était attrapé quand même la Louisiane avec Katrina, mais en France, personne n'était intéressé par ça, et on n'avait pas encore eu Xynthia, qui est 2010. Et donc je fais un dessin avec le directeur général, l'ancien directeur général de Kaufmann et Broad, de 400 logements, 2007, 2008, 2009. Je vais répondre à votre question. Et je suis convoqué chez la préfète qui dit votre question, est-ce que vous croyez avoir bien fait, Eric? Mais moi, je suis en train de regarder les chiffres. J'ai un nouveau bureau d'études. Vous voyez, là, vous venez de nous en rajouter un dans les zonos, mais j'en ai un nouveau. Il s'appelle un GIROP et c'est un spécialiste de la montée des eaux, ce que je n'étais pas. Et donc, vous ne ferez pas votre projet. Vous voyez, c'est pour ça que je veux de l'agilité et de la vitesse, parce que la préfète dit exactement ce que me dit le préfet dans les vallées de la Roya, vous ne ferez pas le projet. Évidemment, j'ai un maire qui a perdu une usine, 2800 emplois, ce qui veut dire toute sa ville qui est sinistrée, et il monte sur la table en disant qu'il fera son projet. La première des choses que je fais, c'est ça ma première réponse, j'en prends un dans la main et l'autre dans l'autre main. Alors j'avais un maire de gauche, je le prends dans la main de gauche, la préfète était de droite, je la prends dans la main droite,
et je leur dis, je vais faire un tour du monde et je vais vous raconter ce qui se passe dans le monde. Donc on revient toujours, pour prendre une bonne décision, à la connaissance. Et l'État, quand même, qui avait pratiquement anticipé le ZAN, dit sur ce terrain-là, il y a une super règle, je tiens à ce que vous ayez 80% des 7 hectares, ça faisait 7 hectares, qui restent en emprise naturelle. Ça m'aide, parce que j'ai une autre règle qui s'appelle un architecte des bâtiments de France, qui lui était tombé amoureux de l'usine, parce qu'elle était dessinée par un ingénieur qui a inventé le béton armé en 1904 à Innobic, et lui, il voulait garder 80% de l'usine. Donc, ce que j'aime dans les conversations, c'est qu'un service de l'État se fait contrer par un autre service de l'État. Ça, c'est des sports que j'adore, parce que vous êtes là, et au lieu d'avoir toujours des noms, vous les regardez, il y en a un des deux qui gagne. Je suis allé serrer la main et je lui ai même fait la bise à l'ABF en disant « Jean-Lucien, tu viens de perdre ton amoureuse, tu as perdu ton usine. » Bon. Donc, mais on peut faire ça. Ce qui veut dire que le maire se dit « On ne va pas rien faire, on va faire 20% d'emprise pour construire le quartier. » Après, je ne suis pas très malin, mais ce que j'avais appris pendant 4 ans dans tous les terrains d'études, c'est que mettre les bâtiments dans le sens du courant, indiquer le sens du courant, de temps en temps, parce que tout le monde dit les pilotis. Les digues, c'est fini, il faut que vous compreniez. Les digues, on les a perdues à la Louisiane, on les a perdues à la Faute-sur-Mer, on les a perdues à Derna, on est encore en train de les reperdre avec des barrages qui quand même ont cédé là au Pakistan. Regardez bien, il y a le climat et il y a les barrages. Regardez tout ça par cœur. Puis les digues, je ne veux pas les mettre dans le bilan carbone aujourd'hui, mais je suis avec les Hollandais, fabriquer des digues, vous enlevez le sable de la reste de la planète pour les faire. Donc cette première question-là de ce quartier-là est très importante. Quand j'arrive à Trèbes, merci d'avoir mis cette image, parce que j'en avais encore 3. Là, on est en 2018. Je fais toujours ça, et je vous invite à faire ça. J'y vais, je ne sais pas comment je fais. Je prends le train et je suis à Trèbes le lendemain matin quand même. Et vous voyez, là, la grande masse d'armes, c'est le camping. Je travaillais pour les campings. Et la deuxième chose, c'est l'économie. J'étais conseiller des campings de France. Je croyais que c'était un petit truc comme ça, le camping. Non, c'est 8000 campings en France, 4 milliards de chiffre d'affaires, et ils sont en train d'en perdre 2000 à cause du dérèglement climatique. C'est quand même 1 milliard par an de chute. Et ils me disent, Eric, c'est passé. On peut le remettre. Je suis là, vous êtes dans un endroit, vous avez des voitures dans les arbres, et vous avez au bout du fil un gars qui vous dit, on se réinstalle. Je dis, bon. Donc, c'est ma deuxième réponse. Il va donc falloir transformer, pas l'identique. Si vous pouvez montrer le dessin d'après, qui nous a occupé, le maire de Trèbes est quand même un mec génial. Je le cite, il s'appelle Éric Ménassi. La même année, en 2018, il a quand même l'incident terroriste du colonel Beltrame, le gars qui laisse sa vie et qui l'échange contre ça. Il a l'inondation. Et pendant tout l'été, je l'ai eu au téléphone, parce qu'on a démarré le chantier, il a les incendies. Ça, c'est le dernier truc que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est-à-dire que oui, il ne faut pas siloter les silos, mais il ne faut pas siloter les risques. Parce que ce qu'on est en train de faire avec l'inondation, c'est le chemin direct sur les incendies. Pourquoi ? Parce que par exemple, là, vous voyez à gauche en bas, on s'est dit, il faut changer, on a commencé à enlever des vignes. Comme ça fait 5 ans qu'on enlève des vignes dans l'Aude, et que les territoires enlevés par les vignes, qui étaient des super pare-feux, on l'a aussi vu en Gironde, sont devenus du maquis, et ben cet été, ils ne s'en sont pas sortis parce que des vignes étaient devenues du maquis. Et ça, j'adore ça. C'est-à-dire que là, finalement, sur ce terrain-là, on enlève une école, je vous le dis, les assureurs et les experts, on enlève quand même une piscine, on enlève un camping, on enlève des vignes, et ça, c'est une connerie. Et là, en haut à gauche, on a eu un mal de chien à enlever un lac. Il m'a fallu 6 mois pour enlever un lac, parce qu'en fait, ça veut dire qu'on dit que la vie va changer. Mais elle change déjà avec incendie, inondation, canicule. Et les gars du lac, c'est là, ça, alors ça, je ne suis pas payé, ça, si vous pouviez m'aider à faire monter mes honoraires. C'est-à-dire que quand je suis sur un système pêche, avant j'étais sur un système inondation, et bien avec le maire, il a fallu qu'on passe 6 mois. On a appelé la Fédération nationale de pêche pour savoir comment on pouvait enlever le lac pour faire des progrès. On a trouvé d'autres formes de pêche. Après, la Fédération départementale, puis après, les assauts des pêcheurs. Et ben, on leur a proposé à la place. On est à un endroit, on a l'Aude, on a l'Orbiel et on a le canal du Midi. On a proposé ce qu'on appelle du street fishing sur le canal du Midi. C'est-à-dire que vous mettez votre chaise, vous mettez votre canne à pêche, on met des poissons dessous, vous attrapez des poissons dans la rivière. Ça marche super bien, tout le monde est très content, on a l'impression d'être un bon pêcheur. La rivière Orbiel, elle est très sauvage, j'ai retrouvé des truites qui n'existaient plus depuis longtemps, et je reviens à la biodiversité, la 6e extinction, on peut aller vers le sauvage, on trouve une autre forme de pêche. L'autre, je leur ai dit, mais pourquoi finalement on ne pourrait pas pêcher directement dans le fleuve ? C'est en train de se faire, à condition qu'on aide la nature à être la nature. Ça, c'est un problème théorique absolument capital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, du côté des écologistes, quand je suis dans les vallées, ils ne m'aident pas à aider la nature à rester la nature. Vous voyez, pourquoi on n'aiderait pas la nature à être la nature ? Je veux dire, aider le corail, fabriquer des habitats de poissons. On est quand même non humains, humains vivants, tous vivants. Et si on n'aide pas la nature à rester la nature, on aura aussi du mal. Et puis, finalement, on a aussi trouvé une dernière idée qui est, à mon avis, solidaire et collective, c'est qu'on a trouvé un lac
existants. Je rejoins votre idée de flexibilité à 5 km, et on leur a dit, au lieu d'avoir 14 cartes de pêche à un endroit et 8 à l'autre, vous allez vous mettre à 20, et ça gardera qu'une seule cabane de pêcheurs et sanitaires, etc. Je peux vous montrer l'image. On est en train de faire ça. Eh bien, c'est quand même toute une rive droite du fleuve. Maintenant, j'ai un autre sujet, j'y redescends pour travailler, qui va, au lieu que c'était séparé entre le village historique et le village, vous voyez à quoi ressemble l'autre village sur la rive droite, on commence un travail pratiquement d'en-rue, de solidarité. Et je travaille avec les habitants pour savoir si c'est une grande plage, ça évite d'aller à Narbonne, on gagnera aussi du carbone. Enfin, vous avez compris que le changement climatique ou le changement de nos vies, je suis long pour donner une réponse, c'est quelque chose qui fait que, oui, on va changer, et oui, on ne changerait pas en bien. Pourquoi ? C'est ça la vraie question. Vous voyez, quand je suis à Tende avec Chloé là-haut dans la Roya, le maire, il se fait attraper une piscine. Vraiment, la piscine, elle est débile. Elle est à plat, rectangulaire, au bord de la rivière. Il se la fait casser, il dit pourquoi c'est cassé ? Je dis, tu vois bien les quantités d'eau. On lui dessine une piscine, j'invente un truc pour qu'il se mette un peu plus haut. Ça, il garde l'idée. Dans les rochers. Un peu comme si vous baignez dans une cascade. Vous voyez, il y a Chloé qui a le droit à un grand fauteuil. Je ne sais pas pourquoi non, un petit fauteuil. Bon, vous êtes Chloé dans votre piscine et il y a un peu d'eau qui coule sur le dossier, vous voyez. Ça d'eau, pas 2 mètres, ça. C'est-à-dire ce que j'appelle des piscines avec une convocation symbolique. Vous avez l'impression de vous baigner dans tous les glaciers qui fondent. Et en même temps, vous avez moins d'eau que de mètres cubes parce que de l'autre côté, les gars, ils me parlent de la ressource en eau. C'est pour ça qu'on a arraché les vignes, c'est parce qu'il n'y avait plus d'eau. Je laisse le dessin de cette super piscine en cascade, soleil, tout ça. En douce. Il l'a construit parce qu'il y a toujours un moment où je disparais, tant mieux pour vous. Et j'y retourne, je dis, putain, Jean-Pierre, tu l'as faite toute droite, la piscine. Je t'avais proposé une cascade. Il me dit, les gens chez moi, ils nagent droit, vous voyez. Les gens nagent droit. Je lui dis, pourquoi comment il s'appelle, le nouveau champion olympique, là il habite à Tende. Non, les gens en piscine, ils ont les pieds dans l'eau, ils se rafraîchissent, ils pique-niquent, ils apprennent à nager aux enfants. Enfin, tant qu'on ne fait pas un rapport de tout ce qu'on est en train de dire, vous experts, vous assureurs, avec la vie quotidienne, on n'a rien fait. Merci beaucoup pour cette question. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour tous ces one-man shows que vous avez eu, one-woman show, avec nos 5 intervenants. Merci infiniment. Vous pouvez les applaudir bien fort et je vais laisser la parole à Yann pour conclure. Merci beaucoup, beaucoup. Et je vous propose un applaudissement, des applaudissements soutenus pour Chloé et toute sa préparation. Un grand merci, Chloé. Merci beaucoup. Alors cette année, dans les remerciements, je ne voudrais pas également oublier Issem Ferhat qui se cache là-bas derrière. Elle nous a rejoint il y a 10 ans, c'est sa 11e édition de Convergence. Un grand merci, un grand bravo, Issem. Un grand bravo à toute l'équipe communication. Allez, donc vous l'avez compris, on est venu, je l'espère tous ensemble, se régénérer également. Pas seulement parler de la régénération du BTP, mais aussi de la régénération humaine. Donc nous l'espérons que cet après-midi a été pour chacune et chacun d'entre vous un bon moment de régénération. On va laisser du coup les 9 Nazgûl un peu derrière nous et regardons ensemble quelques instants ce que ICSI aujourd'hui a engagé dans sa démarche, c'est-à-dire vraiment cette volonté de transformer petit à petit notre modèle économique. Parce que, encore une fois, l'idée, c'est qu'on peut s'intéresser à réduire l'impact de notre propre activité économique, mais bien évidemment, nous avons avec vous un levier qui est aujourd'hui l'ensemble des sinistres que vous nous confiez. Et plus vous nous en confierez, peut-être plus on pourrait encore accélérer le sauvetage de la planète. Donc, elles sont les bienvenues, vos missions. Alors ici, ça ne marche plus, mais c'est pas grave. Tac, oh, bon, allez. J'ai un petit souci avec ma zapette, cher ami. Il n'y a pas beaucoup de slides, mais surtout une vidéo que je voulais vous montrer. Ah, ça y est, c'est parti. Ok, super. Donc, qu'est-ce que c'est régénérer ? Je crois que nous l'avons bien évoqué tout à l'heure. C'est donc réduire nos impacts au maximum, c'est-à-dire presque aller au seuil incompressible de nos activités, mais également régénérer des impacts positifs sur l'ensemble de nos écosystèmes. Donc voilà aujourd'hui la mission que s'est donnée ICSI, et vous l'avez noté que nos amis de Lumia nous accompagnent et on a déjà beaucoup travaillé sur l'ambition régénérative d'ICSI. Sur les 10 prochaines années. C'est un projet que je vous ai dévoilé l'année dernière, Régénération 2025-2035. Et donc, au fond,
Nos leviers de réduction, au quotidien, oui, peut-être s'intéresser à des voitures électriques, peut-être s'intéresser à la sobriété énergétique et à un certain nombre de sujets. On a encore beaucoup de possibilités avec les innovations. C'était la semaine dernière le salon de l'immobilier bas carbone, vraiment extraordinaire, toute la promesse de certaines de nos innovations. Je vous en montrerai une en mesure. C'est assez impressionnant, en tout cas assez prometteur. Alors, réduction d'impact, oui, voilà, on voit qu'aujourd'hui, on le tient entre nos mains, l'avenir. Il est entre nos mains. Aujourd'hui, on sait construire en utilisant la terre crue, la terre, comme le faisaient les Romains, je l'imagine. Et donc, beaucoup de bénéfices que l'on peut espérer. Nous avons parlé tout à l'heure des îlots de chaleur. Une peinture blanche a un impact. On va regarder quelques solutions pour se reconnecter au vivant. On a parlé de toiture végétalisée. Nos experts doivent pouvoir demain peut-être en être des spécialistes, bien évidemment, en maîtriser la sinistralité si nécessaire, mais également peut-être être force de proposition dans des modèles de réparation. On voit bien que sur les parkings, aujourd'hui, mettre un béton, mettre un enrobé, peut-être qu'il faut réfléchir sur les trames de l'eau et avoir des parkings alvéolés qui vont beaucoup mieux absorber l'eau, réduire le risque climatique d'une inondation, ou en tout cas en atténuer les conséquences. On voit bien ici que entre le voisin qui a laissé un peu d'herbe et puis le voisin qui a mis du béton pour faire son parking, quand l'eau monte, on n'a pas le même résultat. Donc vous voyez que là aussi, nos experts sont demain des forces de proposition. Le vivant, c'est aussi le nettoyage des eaux grises. On voit quelques projets, pas très loin d'ici, pas très loin de notre siège, on nettoie les eaux grises naturellement. D'accord ? Alors, deuxième piste, c'est se reconnecter au vivant via le sourcing. Là, on l'a évoqué aussi tout à l'heure. Tout ce qui est d'origine biosourcée, géosourcée, vous voyez que là-dessus, il y a de la matière. Tout ça contribue largement. Je pense que cette journée-là, elle doit nous en convaincre. Il y a aujourd'hui un chemin, et c'est un chemin d'espoir. Voilà. Et enfin, essayer de s'intégrer dans un système coopératif qui a ta visée générative. Alors, on a parlé de dialogue. Pour la première fois, un expert ici, un spécialiste, a été sollicité sur la conception d'un bâtiment. C'est un spécialiste de l'étanchéité. On va venir le consulter parce que c'est peut-être pas con de se dire ce garçon, il connaît la sinistralité, il connaît les enjeux de l'étanchéité. Peut-être que dès ma conception, je vais l'intégrer. Donc on se dit que ça, c'est une démarche vertueuse. En bout de chaîne, on a ensemble commencé à identifier un certain nombre d'entreprises partenaires. Elles ont pitché ce matin pour quelques-unes d'entre elles pour qu'elles nous proposent des réparations les plus décarbonées possibles, ou alors intégrant, maîtrisant des solutions. Donc cet écosystème, il a vraiment une visée pour nous de disposer de cette compétence, mais aussi de tout ce qui fait le dialogue, le bon sens et la réussite de nos projets avec vous. Voilà, donc le vote de confiance, c'est maintenant. Et donc, si vous en êtes d'accord, nous pouvons voter pour la régénération humaine. Et pour cela, vous êtes invités à poursuivre avec nous cet échange. Et l'année prochaine, la régénération, elle nous guidera vers la prévention. Donc 2026, convergence vers la prévention. En attendant, c'est l'heure de la réjouissance et de la régénération. À très 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 bientôt. Bonne rentrée, bonne reprise à toutes et à tous.